Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 13 février 2024 et c'est l'épisode 353. On ne parle pas, et alors je dirais même pas, on ne parle pas souvent, mais on ne parle pas tout court de sport dans Tech Café, parce qu'on en a, je pense, une connaissance, on doit le dire, assez misérable. Mais on parle quand même à chaque fois un petit peu du Super Bowl, parce que c'est une fenêtre médiatique d'envergure que s'accaparent les entreprises de la tech, entre autres, pour mettre en avant leurs offres. Et c'est toujours intéressant de prendre le pouls des tendances et on va pouvoir mesurer ensemble la place qui a pris l'intelligence artificielle générative. On a plein d'autres sujets à vous partager, alors en matière d'IA bien sûr, mais aussi dans plein d'autres sujets. Alors on a notamment un chiffre, tenez-vous bien. 5 à 7 billions, alors en français, c'est des billions en français, donc c'est des trillions en anglais, donc 5 à 7 billions, c'est 5 000 à 7 000 milliards de dollars, ce serait le montant de l'investissement que chercherait à faire OpenAI pour des ressources matérielles. Je dis ça rapidement, mais on va creuser. Je me demande si on est sérieux quand on parle de chiffres pareils. On va parler de tout ça. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Écoute, ça va. Bah, nous, on cherche pas à lever de 5 000 milliards. Juste 5 Pas milliards, encore. déjà, ce serait pas mal, en fait. Donc, Oui. t'as vu, c'est Alors, une ce serait misère. déjà T'as vu comment on est gigantesque. raisonnable, Trop. quand même? Ah oui, ce serait beaucoup trop déjà. Mais oui, beaucoup plus raisonnable. J'ai du mal encore à évaluer ces chiffres. Bon, on va en parler tout à l'heure. Je pense que c'est un peu hors norme. En attendant, effectivement, tu as raison, Guillaume, on n'est pas derrière des montants de cet ordre. On est sur des montants bien plus humbles, mais il y a quand même un petit peu de transit financier lié à Tech Café. Alors notamment, et on va dérouler le tapis rouge à cette occasion grâce à Bunggood. Il est le seul à être cité cette semaine, Bunggood, mais honnêtement, je suis sûr que c'est un soutien remarquable, de grande qualité, forcément. Il rejoint une équipe de plus de 400 personnes qui soutiennent activement le podcast avec Patreon. Et Patreon, c'est un espace de financement participatif qui a permis jusque-là de transformer ce podcast, qui était au départ un petit plaisir, une forme de passion, un rendez-vous un peu cool, en un contenu qui, depuis plus de 10 ans maintenant, vous informe de manière, on l'espère, précise, avec un contenu, et on l'espère aussi, de qualité, en tout cas sélectionné avec soin et critique, et qui vous est mis à disposition dans un format agréable et pratique à écouter durant vos temps disponibles, les transports, sous la douche, pendant que vous endormez, mais pas trop quand même parce que sinon vous n'entendez pas ce qu'on dit, ou pendant que vous faites le ménage. Alors, si vous considérez que Tech Café vous manquerait s'il s'arrêtait aujourd'hui, la meilleure solution, si vous en avez la possibilité, c'est de venir vous abonner pour quelques euros par mois sur patreon.com/techcafé. Et puis, vous profitez en échange, c'est donnant-donnant, du podcast sans la pub, et vous aurez immanquablement, surtout, l'honneur de savoir que vous avez contribué à pérenniser ce contenu qu'on pense assez unique en son genre. Cerise sur le gâteau, vous accédez également grâce à Patreon au live et au replay des lives thématiques mensuels. Je le dis comme étant un rendez-vous de longue date, mais le premier a eu lieu le mois dernier, il y a quelques semaines en fait, et il portait sur Obsidian, un outil de prise de notes assez cool. Je suis en train de caler le prochain, mais si vous avez des suggestions de thèmes, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci beaucoup à Mika Drone qui dit sur Apple Podcast, en ayant déposé 5 étoiles, qu'on a trouvé l'aiguille dans la botte de foin, des infos précises, documentées et utiles sur l'IA et la tech en général, le tout dans une ambiance bon enfant, sans prise de tête. Que demander de plus ? Un portrait dédicacé de Guillaume P, peut-être, dit-il. Pour ma part, votre veille et vos épisodes dédiés m'ont permis de démystifier complètement le machine learning, l'IA, et de déployer des modèles de langage sur mon ordi. Alors ça fait très plaisir. Et de mieux comprendre leur fonctionnement. J'ai même pu déployer un chatbot full custom grâce à Ubabooga et PrivateGPT, la classe. Merci à vous deux et longue vie à Tech Café. Merci beaucoup à toi. Et si jamais ces épisodes pratiques auxquels il fait référence en supplément, qui ont été diffusés il y a quelques semaines, vous ont intéressé, restez plus que jamais abonnés parce qu'il y a un nouvel épisode qui arrive, je tease, en fin de semaine, qui a été concocté d'une main de maître par Guillaume Poggiaspala. Parce que oui, Tech Café, c'est un épisode d'infos incontournable diffusé chaque mardi soir, et la plupart du temps, des épisodes qui arrivent en tout début de week-end, un petit peu avant, de manière privilégiée pour les soutiens sur Patreon, pour creuser un sujet, aller un petit peu plus loin dans l'info. Et vous avez notamment eu droit à un épisode sur la domotique il y a quelques jours avec les copains de Tech Café Domotique qui sont revenus sur les infos liées au CIS, mais évidemment avec l'angle domotique. Et puis pour terminer ce tour de piste des incontournables de l'introduction de Tech Café, je vous invite évidemment à commenter sur techcafé.fr et à vous rendre sur le serveur Discord où on a plein de discussions et pas que de tech.
C'est un espace d'échange assez cool que vous pouvez retrouver sur techcafé.fr/Discord. Et en plus, mon petit doigt me dit qu'il y a une petite souris qui se balade incognito sur ce serveur et qui regarde vos réactions. Et Guillaume Poggiaspala, tu as demandé à ta petite souris privée d'aller jeter un coup d'œil et tu as pris connaissance des retours d'Onustus, justement, dans le channel réaction sur le serveur Discord. Bah oui, bah merci à lui, merci à Onustus qui m'a relayé donc juste le début de mon cours de prologue, parce que c'est vrai que j'avais comme une pirouette et me dit ouais, c'est vrai que je connais pas prologue et j'ai jamais pratiqué, ce serait marrant effectivement d'essayer. Bah écoute, oui, c'est un petit cours de prologue. Alors c'est le début, hein, il y a juste les principes, voilà, comment on définit les prédicats, les trucs et tout ça, mais honnêtement, c'est bien, c'est vachement facile c'est vachement facile à prendre en main, quoi, à comprendre. Et donc, bah écoute, merci, voilà, j'ai une bien meilleure idée de ce que c'est que prologue maintenant, donc bah c'est très bien, c'est très cool, merci à lui. Merci aussi pour tes messages très positifs à l'égard du podcast. C'est très cool. Et sans autre forme de procès, on plonge donc dans les news de cette semaine avec du nouveau. Alors, du nouveau sur les dernières infos autour de l'IA, évidemment, mais dans une vraie continuité, parce qu'on va notamment vous parler de l'approche de Google pour mettre à disposition ces alternatives à ChatGPT avec de l'intelligence artificielle. Et évidemment, on connaît Google, ils sont toujours en train de renommer un peu leurs produits, de repenser leurs services. Guillaume, où est-ce qu'on en est chez Google ? Mais en fait, c'est vrai qu'en ce moment, comme justement, bah, il y a de l'IA de tous les côtés, il y a cette espèce de révolution qui se passe, il y a des nouvelles marques et de nouveaux acteurs et de nouvelles marques comme ça qui essayent d'émerger, on va dire, et puis de rester. Et parfois, ces marques sont un petit peu éphémères, hein. Et puis, il y a des boîtes aussi qui restent et qui vont peut-être devenir les nouveaux Google, enfin les nouvelles grandes marques dont on parlera tout le temps. Donc déjà, il y a OpenAI, il y a Perplexity, il y a Hugging Face, il y a Stability, il y a Mistral. Tout ça, c'est des nouveaux acteurs qui imposent aussi des nouvelles marques, quoi, des nouvelles choses qui n'étaient pas là avant. Et puis finalement, il y a aussi des nouveaux services qui cherchent à s'imposer, et puis il y a de nouveaux noms finalement qui deviendront les nouveaux Windows, les nouveaux Google peut-être, on va savoir. Et bon, c'est pas simple, hein. Des fois ça rate, hein. Parfois les noms sont bof, ou les services derrière sont pas forcément top, et on veut plutôt s'en écarter. Est-ce que c'est pour ça que Google vient explicitement d'assassiner Bard et Duet, qui sont les noms de son premier chatbot grand public et le pendant bureautique, hein, de ce chatbot? En tout cas, aujourd'hui, tout est Gemini. Ou Gemini, hein, ça dépend comment vous voulez. C'est plus clair parce que moi j'avoue que c'était pas toujours très clair. Duet, Oui, tu je vois, comprends. bon bah. Je comprends tout à fait. Là, c'est Gemini, donc effectivement, c'est Gemini partout. C'est le nom aussi du dernier modèle de langage de Google/DeepMind, hein, et qui couvre d'ailleurs désormais un ensemble de services. En premier lieu, c'est une offre qui est très analogue à celle d'OpenAI finalement, parce que Gemini tout court, c'est l'équivalent de ChatGPT en version gratuite, alors que Gemini Ultra, c'est la version la plus puissante de l'IA, et elle est facturée $20 par mois, avec 2 téraoctets de stockage quand même sur Google One, hein, c'est plutôt pas mal, et donc l'intégration avec d'autres services Google. D'ailleurs, c'est même sans aucun doute ce qui fait la très grande force de Gemini. Gemini Ultra, il est totalement le GPT-4 de Google, hein. En termes de capacité, en tout cas, il se veut compétitif, c'est vraiment comme ça qu'il est présenté. Et on retrouve un chatbot qui est multimodal, c'est-à-dire qu'il sait interpréter les images et lire les documents, évidemment faire du texte, etc. Il sait aussi générer des images d'ailleurs, hein, donc c'est une offre tout en un petit peu comme ChatGPT. Donc il peut vous aider dans les tâches quotidiennes, hein, voilà, pour avoir accès dans Google Docs, à YouTube, à Maps, etc. Gemini en version ultra, est-ce qu'il est à la hauteur de GPT-4 ? Bon, Gemini tout court n'a pas la prétention de toute façon d'être à la hauteur, donc bon, voilà. Si on regarde les versions ultra, par contre, il y a pas mal d'avis depuis qui ont... pour l'instant, c'est pas disponible en Europe. Mais bon, il y a déjà pas mal de gens qui l'ont testé, les avis sont assez mitigés sur ce plan de toute façon, hein. La génération de Gemini, elle est beaucoup plus rapide déjà que celle de GPT, ça c'est vraiment très net, GPT-4. Il est aussi plutôt bon pour l'écriture créative. Si tu veux écrire des histoires, je sais pas, des chansons, pourquoi pas des textes créatifs, quoi, voilà, je sais pas, des histoires, des romans, tout ce que tu veux. Il fait des choses qui sont apparemment plus marrantes, il rédige assez bien, et pour la logique, par contre, c'est moins ça. C'est assez moyen, tout comme pour le code. Les divers têtes sont mitigés, alors, parfois ça marche bien, parfois moins. En gros, c'est pas nul du tout, hein, c'est loin d'être nul, mais c'est pas du tout clair que ce soit meilleur que chez OpenAI. Gemini Ultra génère aussi des images, donc cette fois c'est Imagen 2, donc c'est le pendant de DALL-E 3 hein, chez Google. Et il se débrouille pas trop mal, en particulier il est plutôt bon pour générer des images photoréalistes. Peut-être meilleur que DALL-E 3 sur ce truc-là particulièrement, mais bon, pour le reste, DALL-E 3 est quand même plutôt au-dessus. Donc en ce qui concerne le côté multimodal, c'est-à-dire l'interprétation des images, hein, en résumé, c'est un peu moins bon que GPT-4 et c'est un poil décevant, parce qu'il faut se souvenir de ce qu'on nous avait promis avec les vidéos de démo, hein, dont on avait abondamment parlé ici, qui d'ailleurs avait été, un petit peu romancé.
Et donc, c'est encore une preuve qu'il faut toujours prendre avec beaucoup de prudence les bandes annonces pour toutes les démos marketing, tout ça, parce que bon, voilà, il faut vraiment attendre. En termes de performance brute, c'est pas spectaculaire, donc comparé à la concurrence, malgré tout, il faut pas non plus sous-estimer Google, parce que Gemini, il vient de se lancer, donc il va comme les GPT, d'ailleurs, en leur temps, il va sans cesse s'améliorer dans les mois qui viennent. Donc tous ces tests sont préliminaires, ils peuvent rien dire de ce que sera Gemini dans 6 mois ou dans 3 mois même. Et donc la force de Gemini, c'est l'interconnexion avec les services Google. Pour l'instant, il y a Workspace, YouTube, Maps, Flight et Hotel. Donc un peu comme des plugins pour GPT, qui permettent de demander très simplement des informations sur un événement, et il ira les chercher sur Internet. Bon ok, vous pouvez donc lui demander de les synthétiser sous forme d'un tableau par exemple, puis d'envoyer tout ça sur Google Sheet. Et pas de problème. Tout ça se fait, il suffit de demander. Très bientôt, il y aura une intégration encore plus poussée avec Gmail, Doc, etc. Et donc, bien sûr, tout le monde utilise Google, quasiment. Enfin, je veux dire, voilà, il y a énormément de gens qui utilisent ces services-là, Gmail, Maps, etc. Et donc, le fait que Gemini s'associe à un écosystème qui est déjà vraiment très très bien établi, je pense que c'est un gros avantage pour lui. Donc, Gemini va aussi remplacer Google Assistant. Donc, c'est déjà possible de le sélectionner en remplacement dans l'appli. Et bien que ça soit encore brut de décoffrage, le nouvel assistant est déjà nettement plus proche finalement de la promesse qu'on a eue il y a 15 ans d'avoir un assistant, vraiment, tu vois. Donc là, on est beaucoup plus proche finalement de l'idée d'origine, paradoxalement. Donc il peut désormais aller chercher dans ta boîte aux lettres des infos sur la réservation Airbnb que tu as fait, et puis il peut en faire un résumé et envoyer par mail à tes potes, si tu as la flemme de le faire toi, d'aller chercher les trucs, ensuite de rédiger, etc., tout peut être automatisé. Donc, pour le moment, Gemini a encore parfois des problèmes à comprendre ou à tenir parfaitement compte du contexte. Il peut faire des suggestions qui ne sont pas à côté de la plaque, mais même en l'état, il est déjà sans doute plus utile que l'ancien assistant. Et encore une fois, c'est la toute première version. Donc, Gemini, c'est une nouvelle marque, avec Gemini avec un G comme Google, et on va bien voir si elle tient, si elle devient le point de référence, comme les copilotes pour Microsoft, qui est vraiment une nouvelle marque de Microsoft, qui devient carrément centrale. Et on vient de voir d'ailleurs, comme tu le disais au Super Bowl, à quel point ils misent gros finalement sur cette nouvelle orientation. Ouais, et puis tu m'étonnes quelque part, Google n'a pas le choix. Je pense qu'ils ont très très peur que l'interface d'un chatbot, si elle est pertinente, puisse à terme remplacer un moteur de recherche. Je pense que c'est pas demain la veille, mais que ça pourrait être une tendance à long terme, parce que le réflexe, moi, je commence à le voir autour de moi, pas forcément dans mes usages à moi, mais dans les usages des gens autour de moi. Ça devient de moins en moins saugrenu de voir les gens lancer un chat GPT ou un copilot pour aller faire une requête, que ce soit pour creuser, challenger une info ou essayer de creuser un sujet. Donc, on peut imaginer que Google a besoin de s'organiser sur le sujet, et cette clarification dans les outils, je trouve qu'elle est bienvenue. J'aime bien cette marque Gemini. C'est un peu comme si tu avais, tu vois, ton Gémeaux, un alter ego numérique qui parviendrait à t'accompagner. Ça vaut pas Copilot. Je trouve que Copilot, c'est vraiment le mot, vraiment le nom le plus pertinent, mais Gemini, c'est pas mal. Bon, tu parlais, Guillaume, du Super Bowl. Quelle débauche. Bah oui, c'est le Super Bowl. Alors évidemment, c'est un événement majeur aux États-Unis, donc c'est des matchs donc, de football américain. Évidemment. Comment t'écartes l'aspect sportif? On s'en fout. Non, mais franchement, je m'en tape complètement. Je suis pas très passionné. On s'en fout. Moi, je m'en fous. Nous en voulez pas. On dit pas que c'est pas bien. C'est juste que ça ne parle pas. Moi, perso, l'aspect sportif, évidemment, on s'en tape. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le segment publicitaire, le segment publicitaire avant le match, parce que c'est probablement le segment publicitaire le plus cher du monde. Parce que vraiment, si tu passes avant un match de Super Bowl, plus que Top Chef. Ah ouais, je pense. Donc voilà, regarder les pubs avant le Super Bowl, ça permet de voir ce qui est tendance finalement, et qu'il y a de l'argent aussi, qu'il y a de l'argent à mettre, autant d'argent dans ce truc-là. Et dans les années 60, on avait par exemple TWA, on avait Chrysler, on avait des pubs pour les cigarettes aussi. Et en 84, on a eu le Mac, et Atari d'ailleurs, on avait IBM et Tandy en 84, tu vois. En 99, on a eu Philips et Monster.com. Et parce que début des années 2000, tu vois, le début d'Internet, un petit peu tout, avec des sites un petit peu pour tout. En 2000, d'ailleurs, on a une pelletée de sites web jusqu'à pets.com. Même pets.com avait investi, c'est pour te dire. Comme tout le monde avait du fric. En 2015, on a eu Clash of Clans, donc voilà, le jeu mobile en force, etc. En 2016, on a eu Intel et Airbnb. Donc le début un petit peu de cette vague Uber, etc. En 2020, on avait Facebook, Google et Disney+. Ben oui, voilà, qu'est-ce que tu fais? C'est 2020. Et bien sûr, on a eu des pubs pour les cryptos, mais alors en pagaille en 2022, avec Coinbase, FTX et toute la clique. Et puis en 2024, figurez-vous qu'on a plein de pubs avec de l'IA dedans, et même des parodies sur l'IA. Ça, c'est assez marrant. On joue sur le côté tout pété des images ou des vidéos génératives avec des pubs comme, des pubs comme celle des Minions 4,
ou de Body Armor. Body Armor, c'est une boisson énergétique, apparemment, moi je connais pas particulièrement, enfin c'est une boisson énergique pour les sportifs. Et donc voilà, c'est marrant parce que, d'ailleurs sachez-le, en fait les images générées par les IA sont en fait générées par des armées de minions, comme ça. Et c'est pour ça que c'est tout pété, ça explique des trucs. Hein. Et bon, avec Body Armor, par contre, on se moque du côté fake, tu vois, du côté faux, tout en proposant un produit qui n'est absolument pas plus naturel que d'habitude, parce que Body Armor, à mon avis, c'est purement chimique. Mais enfin bon, voilà, non, mais tu vois, ce que tu fais, tes perfs, tout ça, ton corps, tout ça, c'est du réel, c'est du vrai. Bon, enfin, il y a tout un côté comme ça, si tu veux, où effectivement, on est autour de l'IA. Puis il y a des pubs pour des services qui sont effectivement plus IA, comme la pub de Google pour le Pixel 8. Bon, c'est une pub qui allie inclusivité, handicap et IA hein, pour la fonction d'accessibilité de l'appareil photo, en fait, de l'appareil photo du Pixel. Mais c'est vrai que peut-être la plus frappante en termes d'image de marque, finalement, c'est peut-être celle de Microsoft et sa pub pour Copilot, qui est une pub assez remarquable parce qu'on ne peut pas savoir que c'est une pub Microsoft avant les dernières secondes. Il n'y a pas de produit, il n'y a pas de matos, il n'y a pas de système d'exploitation, il y a seulement des gens que Copilot va aider à réaliser leurs rêves. Quoi qu'ils utilisent, un PC, un iPhone, un téléphone Android, on s'en fout, Copilot est partout. C'est une pub, tu vois, vraiment empowerment, tu vois, mais par l'IA. Et donc c'est une pub qu'on peut aussi interpréter diversement d'ailleurs, parce que ça me fait un peu marrer finalement, parce qu'il y a des gens à qui on dit qui montreront jamais leur business, qui feront jamais un jeu, qui feront jamais un film, et ils ont le seum. Normal. En apparence, parce qu'à la fin, ils disent « tu vas voir, watch me ». Et ils dégainent leur copilote pour faire le boulot à leur place, un petit peu, tu vois. Alors bon, évidemment, c'est pas du tout le but de montrer ça, en fait, c'est même le propos, c'est que les assistants, les IA assistantes démultiplient les capacités, mais tes capacités. Par exemple, voilà, le premier exemple, c'est une meuf qui demande « génère le storyboard pour la scène avec un dragon dans mon script ». Et surtout pas « écris-moi un script avec une scène de dragon », tu vois. Mais le plus rigolo, c'est que l'exemple d'après, c'est écris le code de mon jeu open world en 3D. Et donc là, c'est quand même plus direct, tu vois, c'est cash, vas-y, écris-moi le code du jeu, quoi. Donc ah ouais, d'accord, bon, c'est pas trop. Et bon, après, il y a aussi de l'éducation, fais-moi une quiz de chimie, fais-moi un logo pour mon garage spécialisé en voitures vintage. Bon, les designers freelance apprécieront, hein. On sent que la pub essaye vraiment d'insister sur le fait que ça aide, mais que ça ne remplace pas du tout, pas du tout. Ouais. Mais c'est pas facile de montrer que ça aide et que ça remplace pas, je trouve. Mais bon. Toujours est-il que Copilot devient quand même une marque centrale pour Microsoft et que c'est un truc qui n'est pas une machine, qui n'est pas un système d'exploitation, qui n'est même pas une plateforme précise, un site web, un service particulier finalement. Copilot, mais d'ailleurs, à deux raisons, avant de te laisser continuer, à deux titres. D'une part, parce que c'est un fer de lance d'investissement pour Microsoft et que je pense aussi ils ont besoin d'émerger face à un chat GPT qui a l'air d'être un peu la référence du grand public dans les usages. Donc, ils ont un peu ce double enjeu en matière de communication Microsoft. Oui, et puis en plus, en fait, Copilot, c'est une aide pour tout. Et c'est sûr que du coup, ça peut s'adresser à un très gros marché. Tu vois. Ouais. La pub est même orientée vers les applications mobiles. C'est-à-dire qu'on oublie Windows. On prend les plateformes les plus mainstream possibles, c'est les téléphones. Tout le monde a un téléphone, bien sûr. Copilot, il est toujours dans Bing, mais on le laisse ça de côté. De toute façon, ça n'a pas vraiment marché, cette histoire avec Bing. Bing a peu grossi. C'est vrai. Selon Microsoft, il n'a pas énormément grossi. Ils sont contents quand même. Hein. Enfin, en tout cas, ils disent qu'ils sont contents. Ils vont pas dire qu'ils sont pas contents. Ouais, voilà. Mais bon, ça inquiète pas Google, hein. Vous inquiétez, il n'y a pas de problème, et c'était quand même le but à l'origine, c'était d'inquiéter Google, bon ça a raté. Mais c'est pas grave, Bing on laisse de côté, ça existe toujours, et la recherche est toujours utilisée de toute façon, il n'y a pas de problème. Copilot est partout, et bien sûr il va être aussi dans Windows de plus en plus, et ils veulent le rendre de plus en plus sensible au contexte, d'ailleurs, hein, Windows. Copilot sur Windows, c'est tout, d'ailleurs en théorie, bon c'est assez logique finalement, puisque c'est ton système. Donc il sait très exactement ce que tu fais, il a énormément d'informations, et donc potentiellement plein d'occasions de t'aider, ou de te surveiller, hein, ça dépend un petit peu comme tu vois les choses. En fait, la vision est toujours un peu la même, Copilot de base, avec des options, dont des options à souscrire éventuellement, pour payer, pour avoir accès à un meilleur modèle, à l'interfacer avec d'autres services, etc. Donc se personnaliser son assistant à soi. C'est la vision de Youssouf Mehdi d'ailleurs, hein, et ça ressemble évidemment aux GPT, aux GPTs, proposé par OpenAI, ça fait penser un peu à ça. Disons, Microsoft veut aussi, par Copilot, rendre de l'usage de Windows plus accessible, même si c'est pas super compliqué en l'état. Mais bien sûr, voilà, si tu peux écrire directement ce que tu veux, c'est peut-être moins intimidant pour des gens qui connaissent pas trop l'OS. D'ailleurs, on pensait que Windows 12 allait mettre de l'IA partout, mais finalement, Windows 11 va déjà se faire coloniser par toutes les fonctions IA petit à petit. C'est pas trop ce qui restera à Windows 12 d'ailleurs. Mais comme tu dis, effectivement, Microsoft, finalement, il va s'affranchir un petit peu du matériel, parce que bon, voilà, la ligne Surface, c'est bien beau, mais enfin voilà. Xbox, ça rapporte finalement pas tant d'argent que ça, hein, c'est pas non plus si énorme. Puis la vente de Xbox non plus, surtout que bon voilà,
Ils ont vendu 3 fois moins de Xbox que Sony de PlayStation 5. Hein. Donc finalement, Windows c'est bien, mais enfin bon, c'est pas non plus sans perte de vitesse. Et finalement, ce qui fait leur fric, c'est leur cloud. Et bon, ben voilà, Copilot peut s'appuyer dessus et devenir une nouvelle marque. Et voilà, et ils peuvent être partout, si tu veux, et se reposer sur leur cloud et pas sur un OS particulier, quoi. Mais bon, on va voir s'ils réussissent. C'est assez cohérent avec leur stratégie de manière générale. On va voir s'ils y arrivent parce que malgré tout, c'est une sacrée marche à franchir. On a aussi la marche à franchir de l'intelligence artificielle du côté d'Apple. Alors, on est de plus en plus en train de scruter notre regard en direction de juin 2024 pour voir ce qui va être présenté à la WWDC parce que eux aussi, hein, on attend de voir comment ils vont prendre le virage. Guillaume, en attendant, on commence à voir émerger des petites choses comme ça à droite à gauche. Ah oui, pendant ce temps, que fait Apple? Parce que Apple, il fait plein de trucs en réalité, mais il n'y en a pas beaucoup de trucs de public. Et donc, quand il y a quelque chose comme ça qui ressort, un article comme ça qui ressort, effectivement, on le relaie. Parce que voilà, l'immense majorité du boulot qui est abattu, là, il est entouré d'un voile de mystère qui est si cher à ce constructeur, qui sait si bien se faire désirer. Oh là là. Et cette semaine, on a vu arriver MG, donc M-G-I-E, qui veut dire MLLM Guided Image Editing, et donc MLLM, c'est Multimodal Large Language Model, donc en résumé, on fait de la retouche d'image en langage naturel, comme dans les vieux films de science-fiction, avant qu'on trouve que ce soit pas trop réaliste, tu vois, et que donc on arrête de le faire, sauf que maintenant c'est possible. Et vous avez une image trop sombre, par exemple, vous demandez plus de luminosité, vous avez une femme que vous connaissez pas en arrière-plan d'une photo de la vôtre, vous la virez, vous voulez transformer ces donuts au chocolat en donuts à la framboise pour montrer que non, c'est pas vrai, vous mangez des fruits, vous aussi, il suffit de demander. Tout ça, ça se fait automatiquement et c'est assez magique. Alors évidemment, il faut que le modèle comprenne ce que vous écrivez, d'où l'aspect modèle de langage. Il faut aussi qu'il comprenne les images, d'où l'aspect multimodal. Et dans un espace mental, le modèle représente de manière conjointe image et texte. Et ensuite, il y a un modèle de diffusion, comme Stable Diffusion, qui est rajouté pour dessiner ce qu'il imagine. Et ce qu'il imagine, en fait, ce que vous lui demandez, quoi. Donc l'idée, c'est que le modèle multimodal est figé. D'ailleurs, on n'y touche pas et ça tombe bien, c'est ce qui est le plus cher à fabriquer. Donc là, ils utilisent d'ailleurs un modèle qui est open source, qui s'appelle Lava 7B, qui est connu, il est connu de ceux qui s'intéressent au modèle open source. On va entraîner un modèle génératif pour les images et les adaptateurs pour texte et images, qu'on entraîne avec des exemples qui vont devoir montrer comment modifier une image, en fait, comment faire les modifs selon les instructions données. Donc, il faut noter que tout ça n'est pas totalement nouveau quand même, parce que les amateurs de Stable Diffusion auront peut-être reconnu quelque chose qui ressemble beaucoup à Instruct Pix2Pix, qui est une sorte d'équivalent open source dans le principe, même si MG semble plus puissant et plus lourd, parce qu'il utilise quand même le modèle Lava qui a plus de 7 milliards de paramètres à lui seul, donc bon, c'est quand même plus lourd, on va dire. Donc l'objectif, c'est de faire du Photoshop sans Photoshop, super facile, directement. C'est en open source, donc c'est youpi, et c'est testable sur Hugging Face. Alors peut-être que de telles fonctions se retrouveront dans iOS 18, ou pas, mais en tout cas, ça montre qu'Apple travaille lui aussi sur des outils photo très puissants. Et puisqu'on parle d'Apple, un truc qui a un peu rien à voir d'iOS 18. Avant iOS 18, il y a iOS 17.4 qui est arrivé, avec une mauvaise surprise, on va dire. Oh là là, parce que ça pue le pâté. La dernière bêta en Europe a fait scandale, et Apple fera mieux de faire marche arrière tout de suite, parce que pour résumer, en Europe, Apple détruit l'utilité des Progressive Web Apps, en les transformant en de banals raccourcis de site web, globalement. Donc, auparavant, une web app sur iOS, ça se comportait comme une app. Ça se lance en plein écran, ça avait leur propre espace de stockage. C'était autonome. C'était de plus en plus convaincant même, au fil des années, c'était de plus en plus utilisable. Carrément, ça pouvait même envoyer des notifs, etc. Tu vois. Donc désormais, c'est juste des onglets Safari, quoi. Il y a plus de données séparées du navigateur, plus de notifs. Donc en essence, les PWA sont tout simplement désactivés sur iOS 17.4 et seulement en Europe. Alors le problème est peut-être techniquement pas évident parce que WebKit doit créer un service spécial pour chaque web app. Et Apple sait pas trop comment faire pour qu'un autre navigateur fasse la même chose, puisque désormais d'autres navigateurs et moteurs d'affichage web sont permis par le DMA. Alors que ça soit pas facile et direct, je comprends, tu vois, mais que la fonction soit temporairement suspendue à la limite, mais là il y a rien qui est dit. On va dire non, on coupe et puis c'est tout, quoi. Donc du jour au lendemain, les Progressive Web Apps perdent totalement leur pertinence face aux apps natives, alors que le but du DMA c'est justement qu'il y ait plus de compétition. Donc est-ce que c'est en couac, comme on dit, ou est-ce que c'est une politique de terre brûlée qui s'attaque finalement à l'ensemble du web ouvert. Et les partisans de ce web ouvert, ils gueulent, parce qu'ils trouvent ça complètement hallucinant. Et si ça se confirme, je pense que Thierry Breton va encore avoir d'autres dossiers à potasser, parce que la mauvaise foi d'Apple, ça serait vraiment sans limite si ça se confirmait.
Ouais, il faut prendre encore une fois, hein, vous l'avez compris ça avec des pincettes parce que tant que la release, donc la version définitive après la bêta, n'est pas sortie, on peut pas les juger. Mais il n'empêche que ce serait pas étonnant parce que tu donnes une explication technique qui semble être partagée par beaucoup d'analystes, qui est effectivement que si jamais il y a une telle imbrication avec Safari dans les progressives, pour la mise en place des progressives web apps sur iOS, bah effectivement, à l'heure où tu dois proposer un navigateur alternatif, ça fait mauvais genre quand le jour où tu dois proposer d'installer une progressive web app, ça te dit c'est possible qu'avec Safari. Donc on peut comprendre qu'il y ait cette forme de malaise et ça expliquerait d'ailleurs l'absence de communication. Mais malheureusement, je pense qu'il y a d'autres solutions à trouver que simplement faire passer la poussière sous le tapis. Donc on verra ce que ça donne, bien évidemment. On continue avec les autres géants de la tech. On n'a pas parlé de Meta encore, Guillaume. Non, c'est vrai, mais puisqu'on parle d'Apple, et puisque je me demandais la dernière fois ce que les ophtalmos penseraient du Vision Pro, Oui. mentionnant un article sur Numérama de Nicolas Lelouch, qui était à la fois... Ah oui, il faut qu'on en parle, ça, du flou. Hein, ouais, Nicolas du flou Lelouch, au début de la vision du Apple Vision. Il a une particularité, c'est qu'il a à la fois un ophtalmo et un Vision Pro. Alors que moi, j'ai un seul de ces deux éléments, devinez lequel. Il n'est pas vraiment... je croyais que t'en avais aucun. Bah, il n'est pas vraiment... Parce que les ophtalmos, c'est pas facile d'en trouver. Si, ça, j'ai quand même la chance d'avoir un ophtalmo. Non, il n'est pas vraiment à lui. Enfin, je parle du Vision Pro parce que c'est aussi vrai pour l'ophtalmo, il n'est pas vraiment à lui, mais ils ne sont pas mariés, je pense. Bref, donc il a fait essayer le Vision Pro à plein de monde, et il a vite remarqué qu'une proportion non négligeable, dans les 1/4, selon lui, de personnes voyaient flou à travers le casque. Alors pas de loin, mais dès qu'il faut lire sur son téléphone mobile dans le Vision Pro, c'est flou. Et c'est normal. Presbytie. Pardon ? C'est un peu d'une presbytie, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Près. C'est ça, tu vois flou de près. Et c'est normal, en réalité, parce que pour que les objets soient nets dans la vraie vie, les yeux font deux choses. D'une part, ils focalisent, et d'autre part, ils accommodent. Alors la focalisation, c'est quand nos yeux convergent, c'est-à-dire se focalisent, convergent vers un truc plus ou moins loin. Les deux yeux qui bougent comme ça pour regarder la même chose. L'accommodation, par contre, c'est quand le cristallin de l'œil, qui est la lentille de l'œil, se déforme pour faire une mise au point. Un petit peu comme un appareil photo, ça fait une mise au point optique. Dans un casque VR, les objets réels qu'on regarde, en fait, ils sont fixes, ils sont toujours à 4 cm de ton œil, c'est les écrans. Sauf qu'en réalité, on se focalise sur d'autres objets qui n'existent pas dans la VR. Donc il peut y avoir un conflit entre les deux méthodes de mise au point, en quelque sorte, un conflit entre la vergence et l'accommodation, qui se traduit par une image floue. Donc certaines personnes peuvent accommoder sur un sujet proche de l'écran en se focalisant sur des objets lointains dans la VR, apparemment, mais pour d'autres pas. Et il n'y a aucun VR correcteur qui peut changer ça. Alors peut-être des rééducations, moi, est-ce que vous allez faire des rééducations pour utiliser un Vision Pro ? Bon. Il y a une chance très significative que vous vous retrouviez presbyte en VR, hein, ouais, effectivement, avec un Vision Pro. Et 4000 balles pour se sentir vieux, merci bien. Hein. Autant attendre, ça coûte moins cher. Est-ce qu'il y a le même problème sur le MetaQuest 3, par exemple ? C'est la question que je me posais. C'est probable. Mais de toute façon, comme le pass-through du MetaQuest 3 est beaucoup moins bon et qu'il y a beaucoup plus de déformations, enfin, j'ai essayé un MetaQuest 3, parfois, quand tu passes ta main devant tes yeux, quoi, le flux vidéo, enfin, je sais pas, la réalité est bizarrement courbée derrière le truc, derrière les machins qui bougent et tout. Bon, c'est de toute façon, c'est pas, on n'en est pas là, quoi, tu vois, j'ai l'impression. Mais ça doit être probable, effectivement, qu'il y ait le même problème. Et bon, vu tout le reste, et à quel point Apple ne sait manifestement pas à quoi sert son produit, je sais pas si c'est le facteur qui va le plus limiter ses ventes. Non, mais c'est vrai, il sait pas. Je suis désolé. Non, mais je suis désolé, Apple, il sait pas à quoi sert son produit. Il vend un produit, il donne plein d'exemples de possibilités d'utilisation possible, mais après, il verra bien ce que les programmeurs vont faire avec et ce qui va marcher, et après, il dira, ouais, c'est ça, en fait. C'est comme pour l'Apple Watch. Oui, c'est ce que j'allais dire. Derrière le sarcasme que tu mets en œuvre là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a un fond de vérité en disant que ils sentent qu'il y a un usage et ça ressemble quand même à une phase bêta ouverte / phase de développement. Mais quelque part, c'est pas forcément déconnant si jamais le grand public trouve des usages pertinents. Je pense que ça a bien marché avec l'Apple Watch. L'Apple Watch, ils savaient pas trop à quoi ça servait. Ça pouvait servir à plein de trucs. Finalement, c'est devenu fitness, truc de machin sport, cardiaque, sport, voilà, c'est ça qui a marché. Et puis maintenant, il la vend un peu comme ça, quoi. Voilà. Ça justifie tous les autres petits usages qu'on peut trouver, mais effectivement, pour convaincre le grand public, cet aspect captation des données de santé et de sport est assez remporte l'engouement, on va dire. Voilà. Pour le dire disons simplement. que par contre, pour un casque VR, oui, c'est vrai que si un casque grand public sort un jour, il va falloir qu'il remédie à ce problème, et ça va être très 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 difficile. Donc bon, encore un truc compliqué, quoi.
Effectivement. Bon, ça reste aussi, hein, malgré tout, un appareil qui est réservé à une personne dans la conception même et dans l'approche utilisateur. Donc ça aussi, il va falloir peut-être arriver à faire évoluer les choses. Ça ira peut-être sur des futures versions. Aujourd'hui, si jamais il y a deux personnes dans le foyer, une qui a besoin de correction et l'autre qui n'a pas besoin de correction, partager un Apple Vision Pro, ça n'a pas l'air d'être hyper facile. Ça va se corriger, hein. À l'avenir, c'est la version Pro, donc comprenez la version, pour moi, développeur, c'est comme ça que je l'ai interprété. Où on en est, Guillaume? Je suis perdu dans le conducteur. Aide-moi, s'il te plaît. Mince, Écoute, où on en est? c'est tu vois, il y a d'autres images de célébrités Je vois foufou flou. qui font la fortune Ah. de X. Oui, T'as vu Drake qui est sorti? Enfin, moi je l'ai pas vu parce que effectivement. je suis pas allé voir pour. Mais apparemment, J'ai pas été chercher non grâce plus à Taylor ça, Swift. Donc, X est revenu en top des applications les plus téléchargées. Ça me fait bien marrer, mais bon. Donc, ouais. dans tous les cas, Combien de temps, par contre? Je serais curieux de savoir. Mais bon. mon ami. Enfin, dans tous les cas, Meta et OpenAI tentent de rassurer hein, pour, si tu veux, pour tous ces fakes, plus ou moins, enfin porno ou pas d'ailleurs, hein, toutes les images génératives, tous les fakes qui se baladent un petit peu sur les réseaux. Donc Meta et OpenAI veulent rassurer en intégrant le content credential dans leurs images génératives. Donc c'est un format dont on avait parlé, hein, qui a été soutenu très très fort par Adobe. C'est une manière d'avoir une certaine traçabilité sur les images qui sont créées, et donc c'est soutenu par le C2PA, donc une coalition dont font partie Google, Microsoft, Intel, Adobe, Sony et plein d'autres. Hein. Mais bon, ni Meta ni OpenAI aux dernières nouvelles. Donc ça montre que le standard semble quand même être adopté plus largement dans l'industrie. Et donc DALL-E 3 va intégrer donc un petit marqueur invisible, donc un petit marqueur visible aussi. Hein, donc il y aura le petit logo CR sur les images marquées. Et ce petit logo, ça veut dire qu'on a le pédigré d'une image, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher ça veut dire qu'il y a un certificat cryptographique dedans et qu'il y a aussi un historique de la création et des modifications de l'image. Et donc ce sera automatiquement intégré à toute image générée par DALL-E 3, donc d'OpenAI, et aussi par les IA de Google qui seront marquées comme telles par les services de Meta. En fait, Meta aussi veut plus de transparence, on va dire, sur la provenance des images. Donc de plus en plus, on pourra savoir, en tout cas, on voudra savoir en un clic sur les réseaux sociaux quelles images sont réelles ou pas. Donc le but à terme serait de pouvoir toujours connaître la nature d'une image qui est postée sur Instagram ou Facebook. Et alors l'audio synthétique, donc la musique générative ou les clones de voix, etc., devront aussi être mentionnés, parce que pour l'instant, il n'y a pas de solution technique établie pour marquer tout ça. C'est pas plus que pour le texte d'ailleurs, donc ce sera obligatoire de le mentionner, mais bon, voilà, pour l'instant, c'est juste une règle. Alors bien sûr, c'est pas ça qui va empêcher ceux qui veulent de faire des fake porno, hein. C'est toujours autant en train de se déchaîner sur 4chan d'ailleurs. Hein. Et le CR, le Content Credential, c'est pas un watermarking en réalité, c'est un outil de traçabilité. Et donc on peut s'en débarrasser facilement. Après vous n'avez plus de traçabilité, mais bon voilà. Donc cela dit, si à terme 90% des images qu'on voit passer sur les réseaux sont traçables, et qu'on peut voir très simplement, hein, si elles sont artificielles ou pas, il suffit de cliquer dessus, quoi, ben c'est déjà très bien, c'est déjà important, ne serait-ce que pour la transparence, et puis l'éducation aussi, l'éducation fake, pour bien se rendre compte que, voilà, et parce que peut-être que dans les années prochaines, là, une image sur deux sera artificielle sur les réseaux sociaux, ou même sur Internet, on ne sait pas. Et donc le savoir, et savoir d'où elle vient, c'est super important. Ou en savoir une grande majorité, c'est déjà pas mal, même si c'est pas intégral, si on le sait pas pour 100%. C'est déjà une bonne démarche. Et l'excuse de dire, effectivement, on ne pourra jamais couvrir 100% des cas ne me paraît pas suffisante pour ne pas aborder le problème. Guillaume, il va être de plus en plus important d'identifier le contenu généré par intelligence artificielle versus le contenu généré par des vrais humains. Est-ce que finalement, demain, on ne pourrait pas voir fleurir les histoires d'amour où tu t'es fait draguer par un avatar envoyé par un humain, mais qui était une intelligence artificielle? Et puis, après, si jamais ça confirme ton engouement pour la personne, tu peux peut-être vraiment la rencontrer en viande, mais bon. Ben oui, une news parfaite pour une veille de Saint-Valentin quand même. Hein. Ce Bien russe joué. qui a utilisé un C'est bot vrai. Tinder propulsé par ChatGPT pour trouver sa femme. D'ailleurs, l'épisode doit sortir pour la Saint-Valentin, je pense qu'il sortira demain, donc bonne Saint-Valentin à tous. J'ai vu passer C'est cette news vrai, bonne plusieurs fois, Saint-Valentin. et j'ai eu l'impression qu'elle était présentée sur un jour plutôt positif, alors que personnellement, je trouve ça super problématique, et même très bizarre comme histoire, même assez difficile à croire. Ouais. Au total, donc lui, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, on s'en fout, on va dire lui, il a discuté avec 5239 femmes, programmé 100 rendez-vous et épousé une femme.
La qualité plutôt que la quantité, la quantité plutôt que la qualité, Ah ben pardon, là, oui, dans il y la a quand même de relation. l'abattage, on va dire. Alors, l'article dit qu'il a commencé en 2021 avec GPT-2, ce que je trouve difficile à croire, parce que GPT-2, Mm. c'est vraiment très très basique, et j'ai du mal à imaginer... j'ai du mal à imaginer que GPT-2 soit utile à écrire plus de 2 lignes cohérentes. Bon, GPT-3, Ça à la dépend, limite... c'est peut-être suffisant pour séduire sur Tinder, on sait pas. Bah, ça en dit long sur Tinder, hein. Mm. Alors, mais bon, voilà, enfin, à la limite, je sais pas. Bon, bref, GPT-3 était en bêta en 2020, donc voilà, je soupçonne qu'il y a une coquille en réalité. Quoi qu'il en soit, il a Ouais. upgradé son petit bot petit à petit avec ChatGPT, puis avec GPT-4, bien sûr. Rien de tout ça des gratuits. Et les milliers d'appels aux API d'OpenAI qu'il a dû faire, et je sais pas combien de millions de prompts, bah, sur des années, ont dû lui coûter pas mal de blé, des milliers de dollars, vraisemblablement. Donc ChatGPT a donc écrit sur Tinder, donc à plein de femmes et à sa future femme, donc du coup, pendant des semaines. Et quand il s'est enfin décidé à se rapprocher, bah, il a continué à demander l'assistance de ChatGPT, même s'il a commencé à écrire un peu lui-même aussi. Tout ça sans que la femme en question ne le sache. Et c'est là que je trouve ça malsain quand même, parce que Karina, donc j'appelle Karina, a parlé pendant des mois à un bot, sans savoir, sans en avoir conscience. Tout comme d'ailleurs les 5000 autres meufs à qui il a contacté, qui ont aussi parlé à un bot sans qu'elles aient été prévenues. Hein. Donc c'est peut-être moi qui suis un vieux schnock, je sais pas, après tout, Karina a bien fini par l'apprendre et elle s'est quand même mariée avec lui. Mais bon, je sais pas, rien ne va, je trouve. Hein. Imaginez-vous à la place de Karina, quoi. Vous discutez, vous confiez un robot programmé par un mec ou par une fille qui ratisse large comme ça sur un site de rencontre. Ça vous tente? Ben, je sais pas, pourtant elle, ça va. Décidément, cette histoire me semble quand même assez incroyable, mais bon, peut-être que c'est ça l'avenir, hein. Peut-être qu'on aura chacun son clone IA et qu'on ira comme on enverra notre clone IA sur des sites de rencontres et qui feront le tri et qui reviendront comme ça avec, avec les meilleurs qu'ils aient trouvés, je sais pas. Bon, c'est peut-être ce qui est encore plus désespérant, comme tu as dit, hein, c'est que Karina n'aurait rien remarqué. Jamais. Mm. Elle n'a pas trouvé que la qualité des échanges avec le bot soit en dessous de ce qu'elle a eu avec d'autres prétendants sur Tinder. Ça en dit long sur la qualité des discussions de Tinder, ou alors il y a que des bots sur Tinder, je sais pas, je sais plus. Mm. Ah, c'est quand même très, très inquiétant. Et ça relève vraiment, combien de fois on l'a dit, mais là je trouve que ça s'y prête vraiment bien, à un épisode de Black Mirror avant l'heure, quelque part. Guillaume, je le disais en intro, on a un gros chiffre dont il faut parler, un très gros chiffre. Oui, parce que comme désormais OpenAI a la mission supplémentaire d'aider le monde à trouver l'amour, en ligne, bah, il a la pression quand même, parce que c'est important l'amour, il faut le faire bien, voilà, il faut que... Tout le monde a le droit à l'amour, quoi, je sais pas, il faut des modèles toujours plus puissants du coup, toujours plus de puissance de calcul pour faire tourner le Cupidon GPT. Et donc Sam Altman, il part en tournée pour lever des fonds, alors dit comme ça c'est une non-info parce que c'est pratiquement son hobby de lever des fonds, sauf que là, c'est des fonds pour construire des usines, il veut construire des usines qui produiraient des puces GPT, quoi, des processeurs optimisés pour les besoins en IA d'OpenAI, parce que Sam Altman, ben Sam, il en a marre des pénuries de GPU Nvidia. Pendant ce temps, il y a des femmes et des hommes qui soupirent, seuls, et qui désespèrent de ne pas se trouver. Donc il doit trouver des sous pour eux, pour tous ces gens, pour tous ceux qui sont seuls et pour tous ceux qui le veulent. On le soupçonnait déjà, mais le montant des fonds, par contre, laisse vraiment songeur, puisque selon le Wall Street Journal, quand même, hein, on parle de 5 à 7 000 milliards de dollars. Donc c'est plus des fonds, c'est une lame de fonds, ça s'appelle. Là, c'est vraiment incroyable. Bon, il sera encore parlé avec des poids lourds quand même, hein, dans la section investisseurs, les Émirats Arabes Unis, SoftBank, TSMC, des alliés qui pourraient d'ailleurs s'avérer problématiques, hein, on parle évidemment des Émirats, parce qu'une puissance étrangère comme ça et trop d'influence sur un truc aussi stratégique que les puces en intelligence artificielle, ça va pas plaire aux hommes politiques américains, hein, tout bord confondu d'ailleurs. 5 000 milliards, c'est vraiment énorme, alors ce serait probablement sur de multiples années, hein, c'est le genre de truc, à mon avis, si c'est pas sur 10 ans, c'est minimum, quoi. Mais c'est vraiment quand même énorme. Le secteur complet du semi-conducteur, c'est 500 milliards par an à l'heure actuelle de revenus. Hein. Donc il va falloir en produire et en vendre des puces pour rentabiliser ça. Hein. Si ce chiffre est valide, c'est vraiment délirant. Et si c'est vraiment... c'est le Wall Street Journal, donc c'est une rumeur, mais bon, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire en tous les cas. Si c'est vrai, ça illustre quand même en merveille l'ambition démesurée d'OpenAI. Parce qu'OpenAI, en fait, il veut pas devenir aussi puissante qu'une GAFAM. Il veut pas être un nouveau Google, un nouveau Meta, il s'en fout. Il veut devenir beaucoup plus que ça. Il veut devenir beaucoup plus puissant que ça. L'ambition démesurée d'OpenAI, c'est pas d'offrir un nouveau service super ou une galaxie de services géniaux. Il veut offrir tous les services. Le but, c'est de créer une AGI, hein, n'oublions pas. C'est vraiment leur but, c'est écrit noir sur blanc. Donc une intelligence artificielle générale qui, pour eux, devra être capable de toutes les tâches économiquement significatives. Et ça aussi, c'est écrit noir sur blanc. Et Sam Altman, et d'ailleurs, il mène aussi conjointement des études sur le revenu de base, d'ailleurs. C'est pas un hasard du tout. Hein. Donc, évidemment, je ne sais pas s'ils vont y arriver, bien sûr, hein, ça reste hypothétique, mais c'est leur ambition, et elle est immense. Et 5 000 milliards de dollars,
finalement, qu'est-ce que c'est face au PIB mondial, hein? Et surtout, qu'est-ce que c'est face à cette puissance de l'amour? Oh, c'est beau. Tout est affaire de perspective et de prise de recul et de contexte dans lequel on se place. Enfin, moi, ça me paraît quand même, à ce stade, je trouve ça quand même délirant et j'ose penser que déjà, il y aurait un zéro de moins, ce serait déjà, mais incroyable, quoi. Ouais, Ce serait beaucoup c'est moins. clair. Mais ce serait déjà énormissime. Bon, Après, c'est pour écoute, des usines de semi-conducteurs, ça coûte pas 2 francs, quoi, hein, donc bon, à ouais, voir. mais là, quand même. Bon. Allez, on verra si c'était des annonces qui décrivaient l'avenir ou si c'était un petit peu exagéré. Il faut rester abonné à Tech Café pour le savoir. Peut-être la réponse dans l'avenir de l'intelligence artificielle, à savoir dans 2-3 mois, quoi. Bon, on va mettre de côté ces sujets, Guillaume, mais on va quand même se placer dans une situation où on regarde le futur, qui tantôt nous enthousiasme, tantôt nous fait peur. C'est un petit peu des sentiments partagés que j'ai eus en parcourant les articles que tu as sélectionnés pour cette veille et pour le conducteur de cet épisode, Guillaume. Et comme souvent, ça nous le fait aussi avec la robotique et avec les nouvelles itérations de Boston Dynamics, Guillaume. Et oui, parce que pour capter la majorité du PIB mondial, il va falloir quand même aller plus loin que juste de faire des chatbots qui écrivent des poèmes d'amour à faire Ouais. pâlir Edmond Rostand, hein. Il va falloir des bras. Et alors, chaque chose en son temps. Pour la décennie 2020, c'est les cols blancs qui sont dans le collimateur, hein. Donc le travail de bureau, c'est ça qui va morfler le plus, probablement. Mais pour la décennie 2030, on va passer au col bleu, comme on disait, hein, aux travaux manuels. Pour ça, il faut des robots. Des robots avec des bras, déjà c'est bien, et idéalement, mais pas nécessairement avec des jambes. Et on a déjà d'ailleurs quelques protos chez Figure, chez Tesla, etc., hein. Mais bon, les démos qu'on a eues, pour impressionnantes qu'elles soient techniquement aujourd'hui, elles inquiètent pas trop les déménageurs ou les dockers. Parce que les robots C'est vrai. actuels seront plus souvent présentés de déplacer des fourchettes ou des peluches, hein, que des morceaux de moteur de bagnole. Les bagnoles que j'adore, bien entendu. Il y a une raison à ça. D'une part, il faut des moteurs plus puissants pour avoir plus de force, hein, donc ils consomment plus aussi pour déplacer des charges lourdes. Et d'autre part, une grosse charge, ça modifie significativement ton équilibre. Ça déplace beaucoup ton centre de gravité. Ah Et si oui. tu compenses pas très vite, c'est le gadin, voilà. Et puis en plus, t'es écrasé par le capot d'une bagnole, donc voilà, c'est pas bien. Donc c'est là que Boston Dynamics sort une vidéo de démo qui est presque de nulle part, hein, où on voit ce bon vieil Atlas en train de manipuler des pièces de voiture, dont un truc que j'identifierais comme étant un amortisseur. Ça pèse dans les 15 kilos un C'est amortisseur, vrai. facile, hein. Et donc question équilibre, du coup, il faut quand même le compenser, quoi. Et il se débrouille très bien, donc on s'améliore. Alors le truc, En faisant des doigts d'honneur quand même à chaque fois, Guillaume, hein. Il faut le souligner. oui, alors il Il a fait une des main un fucks, petit le peu robot, hein. particulière. Non, mais il faut pas se moquer, il est différent, c'est tout. Il a une Pardon. main un peu, Ok, un peu ouais, bizarre. carrément. Je C'est vrai, c'est reconnais. vrai. Bon, après, il fait pas une tâche de fou non plus, hein. Il prend un amortisseur entre ses bras musclés dans une caisse et puis il les met dans un truc qui s'appelle une étagère amortisseur. Que vous trouvez dans tous les Ikea, il y a des étagères amortisseurs comme ça. C'est vrai. Enfin, je crois. Bon, deuxième conclusion à cette démo. Le robot gère aussi la topologie d'un objet qui est quand même complexe. Parce qu'un amortisseur, ça a quand même une forme assez bizarre et il le manipule avec facilité, sans rien abîmer, tout ça. Donc c'est impressionnant. Néanmoins, Boston Dynamics n'est pas très bavard sur les détails de la démo. Il semblerait qu'on ait fourni au robot un scan détaillé de la pièce à manipuler et qu'il n'est pas fait tout seul. Donc ça reste à confirmer. Bon, c'est pas rédhibitoire, mais ça montre qu'Atlas peut-être encore un petit peu court en termes de généralisation, quoi, hein, même si c'est possible. Ouais, on n'est pas en train de comprendre qu'il mesure en temps réel le poids, qu'il découvre la forme et qu'il doit C'est ça, c'est pas interagir forcé. en temps réel. Il a peut-être été. Mais à la limite, pour des pièces industrielles, ça ne me gêne pas du tout de savoir qu'un robot pourrait manipuler Absolument. un catalogue d'objets référencés. Au contraire, Oui, même. c'est Enfin, ça, tu vois, c'est pour des ça. raisons de C'est pas sécurité. forcément rédhibitoire pour des, voilà, si on le cantonne à des applications, il faut le programmer un peu avant, Mhm. mais bon, en termes purement Mhm. moteur, il est quand même assez fort, quoi. Alors pour compléter avec le robot humanoïde, mais vraiment à l'autre bout du spectre, hein, on a les robots flués de One X, donc 1X, hein, la vidéo sur leur site est assez dingue parce qu'on dirait des images de synthèse, comme. Les robots sont blancs, très propres, ils ont des grosses roulettes, hein, ils peuvent, on dirait des becs sur des Segway en fait, ils peuvent plier les genoux pour Oui. ramasser des trucs. On dirait des humains déguisés, tu sais, comme la démo Complètement. du premier robot de Mais Tesla. complètement, en plus ils ont une espèce de collant, enfin ils sont un peu bizarres. Et en plus, ils ont un visage souriant, super flippant. Ils sont tellement souriants qu'on dirait des psychopathes. Mais enfin, c'est sans doute moi. Elle est tellement angoissante, cette vidéo. Et bon, Allez enfin, la regarder. ces robots ont 2 bras avec des pinces. Ils peuvent globalement porter un truc, pas lourd, d'un endroit à un autre, et c'est tout. Là où c'est impressionnant quand même, parce que dit comme ça, bon, c'est sur la manière de faire, hein, parce qu'ils sont autonomes, et tout le comportement des robots est guidé par un réseau de neurones qui prend en entrée que des pixels de la caméra, et qui produit en sortie que des actions robotiques, à raison de 10 actions par seconde. Donc l'entraînement se fait de A à Z sur des données pixels, sur des données vidéo. Ils ont commencé par un modèle fondation, donc c'est un modèle de vidéo to actions, quoi, vraiment, hein, au lieu de text to image, par exemple, c'est vidéo to actions, qui produit donc des tokens d'action, voilà, des tokens d'action à 10 Hz.
Donc ce modèle connaît, il connaît le modèle fondation, il va connaître des gestes généralistes comme bouger, saisir, nettoyer, contourner des obstacles, etc. Puis ensuite, ils prennent ces modèles fondation, puis ils les spécialisent un petit peu en les surentraînant sur des sets d'actions, comme par exemple ouvrir un certain type de porte, qui est un peu bizarre avec une boule ou des trucs, voilà, bon, comme ça, ou alors se déplacer dans certains environnements, comme un hangar donné, etc. Et ensuite, les robots sont autonomes. Et le plus dingue, c'est que d'après eux, cette phase d'entraînement complémentaire peut se faire avec un GPU grand public. Il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance de calcul pour finaliser, si tu veux, l'entraînement des modèles fondation de robots, quoi. Donc les robots qu'on voit dans la vidéo s'appellent Eve, et ils en ont un autre en développement qui s'appelle pas du tout Adam, il s'appelle Neo, et c'est un modèle qui a des jambes, tout simplement, donc c'est le pas d'après avec des jambes. Donc décidément, il y a de plus en plus de projets de robots humanoïdes polyvalents, hein, et donc c'est vrai que la décennie 2030 va être à la fois excitante et terrifiante. Cette vidéo est remarquable, allez la voir parce qu'elle dégage une atmosphère assez déroutante qui touche à la vallée de l'étrange, qui touche à une espèce de vision de l'avenir un peu ubuesque. Et alors surtout, regardez-la bien jusqu'à la fin, je sais pas si je pense que tu l'as vu jusqu'à la fin Guillaume, à la toute fin, il y a un des robots, tu te rends compte qu'en fait, il remet inlassablement, et moi je m'en étais pas rendu compte avant dans la vidéo, un objet qui tombe dans une boîte et qui réapparaît devant lui et il le reprend sans cesse comme ça, sans arrêt, à l'infini. Et il est vraiment, le pauvre robot, il paraît un peu neuneux, tu vois, il remet un truc dans la caisse et puis toute la journée, il remet et il retombe. Et je trouve que toute cet inconscient imaginaire généré par cette vidéo est vraiment perturbant, bien plus que ce que j'avais vu moi en matière de robotique. Je sais pas, ça m'a encore plus dérangé que d'autres, mais bon. C'est juste au corps, je crois. Alors, ça doit y faire, effectivement. Et je vous mets au défi de vous prendre en photo dans un juste au corps de ce type-là et de nous envoyer la photo. Bravo si vous le faites. Guillaume, tu vas nous parler de Smaug et non, ce n'est pas le dragon qu'a affronté Bilbo le Hobbit. Ouais, on va revenir un petit peu à des modèles de langage, en particulier des modèles de langage open source, hein, parce que ça évolue assez vite aussi. Et on va parler de Smaug, donc oui, effectivement, comme le dragon du Hobbit, hein, qui a fait quelques gros titres cette semaine parce que il est le premier à dépasser à la fois Gemini Pro, Mistral Medium et GPT 3.5, ce qui en ferait le modèle open source le plus avancé du moment, pas hyper loin de GPT-4. Alors, j'ai pas regardé précisément par rapport à Miku, pour être honnête, je pense qu'ils doivent pas être loin, même si je pense que Miku doit être un petit peu au-dessus. Donc Smaug, c'est gros, hein. Smaug, il est gros, il fait 72 milliards de paramètres, donc ça veut dire que tu peux pas le mettre sur un PC standard, hein, faut pas exagérer quand même. Mais si vous avez 64 Go de RAM, a priori, vous pouvez le faire tourner. En fait, c'est une version surentraînée de Qwen 72B, qui est une IA du chinois Alibaba. Et les Chinois, en fait, font des modèles, ils font beaucoup de modèles de langage, souvent open source, qui sont assez costauds, en général. De plus en plus, vraiment, on voit la famille Qwen, par exemple, on a aussi la famille Yi. Yi, c'est 01 AI. 01 AI, c'est un petit peu le OpenAI, enfin, il se vit comme le OpenAI chinois, 01. Et finalement, les rejetons de Qwen et de Yi s'illustrent régulièrement sur les benchmarks. Alors, justement, tous ces benchmarks, tous ces classements comme ça des meilleurs modèles de langage qu'on utilise, voilà, pour savoir lequel est la plus grosse, hein, le plus gros score, pardon, est-ce qu'on peut leur faire confiance à tous ces classements? Et la réponse, c'est pas vraiment. Et alors, c'est vrai qu'ils donnent une indication. Je veux dire, si un modèle a vraiment un mauvais score sur un test comme MMLU, par exemple, on peut se douter qu'il n'est pas sensationnel. Par contre, si tu as deux modèles qui ont des scores assez proches, voilà, qui sont pas hyper loin, quoi, et que l'un est devant l'autre, est-ce que ça veut dire qu'il est obligatoirement meilleur? Non. En fait, en l'occurrence, on sait que MMLU, c'est un test qui est très imparfait parce qu'il a des fautes dedans, mais même en règle générale, il y a toute une littérature qui sur le manque de robustesse des résultats à ce genre de test, et aussi sur les niveaux de contamination des sets de données qui sont utilisés pour entraîner les modèles, et qui peuvent contenir des réponses, et donc en gros, les modèles peuvent tricher, quoi, de manière plus ou moins intentionnelle d'ailleurs, à ces trucs-là. Et là, dernièrement, il y a une étude saoudienne qui met en évidence des lacunes, d'autres lacunes de ces tests, qui montrent leur fragilité. Donc ils ont d'abord fait une évaluation classique, et ils obtiennent donc un classement des... Alors c'est des modèles connus, hein, c'est les Llama, donc il y a des I, il y a des Mistral, hein, voilà, de Mistral AI, etc. Les Français, et ensuite ils font une manipulation du questionnaire qui est très simple, et ils changent l'ordre des réponses. Parce que par exemple le MMLU c'est un QCM, donc on répond donnant la lettre qui correspond à la bonne réponse. Donc changer l'ordre des réponses proposées, ça change rien au test évidemment, ça change strictement rien, mais ça change par contre suffisamment les réponses des modèles de langage pour que le classement soit chamboulé. Et de même d'ailleurs, si on remplace les symboles des réponses, donc par exemple au lieu de mettre ABC, tu mets 1, 2, 3, ou tu mets des caractères aléatoires, voilà, bizarres, ça change absolument rien aux réponses, a priori, hein, voilà, tu mets juste le symbole qu'il faut, ça change aussi le classement, mais de manière différente. Et l'effet tend à être plus prononcé pour les petits modèles que pour les gros. D'ailleurs, I34B, ça reste assez constant, de manière assez étonnante. Donc, il remarque aussi d'ailleurs que le mode de notation a une influence. Donc si on pose les mêmes questions, mais sans les choix multiples,
les performances s'effondrent. Donc vraiment, ça, les choix multiples aident beaucoup. Et elles sont même pas exactement les mêmes si on demande d'écrire la réponse en toutes lettres, au lieu d'écrire juste la lettre qui correspond à la réponse. Donc il faut aussi des tests avec d'autres benchmarks, comme ArcC. Mais bon, en bref, c'est commode, évidemment, d'avoir plein de notes pour faire une moyenne. Voilà, comme pour un élève, évidemment, c'est commode d'avoir des notes. Mais en réalité, ça, c'est aller un peu vite. C'est pas forcément toujours représentatif. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y a une véritable course à la note, comme chez les élèves aussi d'ailleurs. Et que certains sont tentés de tricher, comme chez les élèves aussi. Oui, bon, j'arrête là. Mais voilà, vous avez l'idée. Évaluer, c'est compliqué. Et pour les modèles de langage, comme pour le reste, quoi. Alors justement, Guillaume, on commence à toucher à l'amélioration, la qualité quelque part des modèles de langage. Et là, alors on a quoi? J'ai du mal à essayer de trouver une analogie. Est-ce que ce serait une espèce de boost, une espèce d'énergisant de modèle de langage? Qu'est-ce qu'a inventé Microsoft encore? Ah ben alors, il a inventé un modèle qui serait plutôt une espèce de... Je sais pas, c'est comme si tu taillais les trucs qui en trop, comme si tu passais chez le coiffeur, tu vois, pour avoir une belle coupe bien propre. Un Ouais, truc c'est comme pas une ça. compression d'ailleurs, hein, c'est Ben, vraiment, ça y tu ressemble le un peu. superflu, mais Alors, ouais. alors, entrons dedans, effectivement, on va parler de Allons-y. laser. Alors, on n'opère pas que la myopie au laser, on opère aussi les modèles de langage maintenant au laser. C'est Microsoft qui fait ça pour essayer de rendre les modèles plus factuels, c'est-à-dire moins prompts à halluciner des trucs. Alors, l'idée est très bizarre, parce qu'à première vue, elle consiste à retirer de l'information du modèle. Un modèle de Mhm. langage, bon, c'est un réseau de neurones avec un mécanisme d'attention, voilà, qui permet de se focaliser sur les mots importants, quoi. Et en fait, ce truc est un véritable plat de lasagne géant avec des dizaines de couches. Donc un petit modèle comme le Mistral Donne faim. 7B à 7 milliards de paramètres, il y a 32 couches. Et comme chacune de ces couches, en fait, elle comporte un filtre d'attention, donc, voilà, sur quoi se focaliser. Et puis, il y a des couches de neurones, voilà, avec des poids, chacun, voilà, des couches de neurones qui sont empilées comme ça. Chaque couche peut être vue comme une matrice, et donc, comme matrice, c'est un tableau de nombres virgules. Et bon, une matrice en maths, c'est quand même un objet assez bien connu, quoi, sur lequel on peut s'amuser pas mal. Et en l'occurrence, là, dans l'article, il faut une décomposition en valeurs singulières des matrices de poids. Pour les matheux, c'est comme faire une diagonalisation, sauf que c'est des matrices pas carrées. Alors, du coup, c'est un peu différent, mais enfin, ça reste quand même la même idée, c'est assez analogue. Diagonaliser une matrice, en gros, c'est trouver une manière de la représenter qui soit la plus simple possible, avec très très peu de nombres, pour pouvoir du coup constater lesquels de ces nombres ont le plus d'impact sur ce que fait la matrice, sur son action. Donc souvent, on va éliminer des composantes qui influent le moins sur l'action de la matrice. Parce qu'en fait, c'est des petites composantes, donc en fait, ça ne va pas changer beaucoup ce que fait la matrice. Donc en Mhm. gros, on va aboutir à une approximation de la matrice d'origine. On a retiré, en effet, des effets de petite importance. Mais quand même, donc c'est des effets qui n'ont pas beaucoup d'importance, enfin, on retire quand même quelque chose. Et donc, on a retiré de l'information. Donc, c'est un petit peu comme si on avait coupé les hautes fréquences dans un signal. Si tu veux, ça ressemble un peu à ça. Mhm. Alors, que donne le modèle dont on a castré les matrices? Eh bien, ça dépend. Si on le fait sur les premières couches, ça couille. C'est atroce. Par contre, si on le fait sur des couches plus loin, vers la fin, incroyablement, ça améliore les performances du modèle. Et d'ailleurs, ça explique le nom du truc, parce que laser, en réalité, évidemment, c'est encore un acronyme, c'est Layer Selective Rank Reduction, c'est-à-dire qu'on réduit le rang des matrices, mais pas dans toutes les couches. Donc on peut enlever plus ou moins de rangs, et en fait, on enlève plus ou moins de rangs, enfin, ils ont fait plein de tests pour enlever plus ou moins d'informations de chaque matrice. Et puis, ils ont fait ça sur une variété de modèles aussi, Llama 2, GPTJ, Roberta, bon, il y a des modèles qui s'appellent Roberta. On a un gain net significatif de performance sur tous. Alors pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? Comment c'est possible que des approximations de couches, qui sont donc moins précises que les couches d'origine, puissent être meilleures? Mhm. Eh ben, l'hypothèse la plus crédible, c'est que le modèle réfléchit trop, enfin, en réalité. Normalement, il réfléchit trop, il fait attention à trop de petits détails. Et ça provoque une sorte de bruit, une sorte de bruit dans sa réflexion, un bruit qui est lissé quand on fait l'opération. Donc il est probable que les dernières couches, en fait, soient plus responsables d'enregistrer les détails dans les exemples les plus rares du dataset. C'est-à-dire les grandes structures qui reviennent sans cesse, qui revoient, voilà, les grandes structures de mots grammaticales qui revoient tout le temps, c'est sans doute des trucs qui sont assimilés assez tôt dans les premières couches. Et puis les dernières couches sont plus responsables des détails, des trucs qu'on voit beaucoup moins souvent, des trucs un peu, voilà. Le truc, c'est que les choses plus rares sont peut-être aussi fausses, ou incohérentes avec la distribution de probabilités recherchées. Et puis peut-être que leur assimilation est peut-être inachevée aussi. Et du coup, Mhm. ça fait trop de détails, mais ces détails, finalement, au final, ils servent à rien. Ils sont contre-productifs. Et donc, quand on les coupe, ça va mieux. Eh ben, comme quoi, c'est comme les cheveux alors finalement, hein. Ton analogie était plutôt pertinente.
On reparle, Guillaume, de DeepMind, mais du coup, alors ils avaient déjà réussi, Guillaume, à gagner aux échecs. Quelle est cette nouvelle performance? Pas pareil, il fait pas pareil, hein. Donc c'est encore un résultat qui est surprenant, et qui est pas du tout intuitif au premier abord. C'est-à-dire qu'on peut concevoir un programme d'échecs qui soit très performant, qui joue aux échecs de manière vraiment très 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 forte, mais qui fait aucune recherche. Parce que tous les programmes d'échecs classiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une recherche des coups possibles. Ils font une recherche de quels sont les coups suivants, qu'est-ce que ça va faire après, les coups d'après, etc. Bon, c'est ce qui fait leur force, hein. D'ailleurs, ils combinent potentiellement assez loin, et puis les programmes d'aujourd'hui, comme Stockfish, ils dépassent les grands maîtres, et même sur un PC de bureau, tu mets Stockfish, bon, c'est fini, c'est un joueur qui dépasse tous les humains, quoi. Or, DeepMind, il a créé un réseau de neurones qui joue directement aux échecs sans avoir recours du tout à ce type de fonctionnement. C'est même pas un modèle énorme, hein, c'est un modèle qui fait 270 millions de paramètres, ce qui veut dire qu'il tourne sur une patate, littéralement. Et il fait un score Elo de 2895 sur Lichess. Lichess.org est un site d'échecs connu, en jeu rapide. Même si c'est pas le même classement, 2800, c'est un classement grand maître, international. Kasparov avait 2851, Magnus Carlsen avec 2882. Les ordinateurs actuels dépassent les 3000, voire les 3500, hein, pour donner une idée. Mais bon, après, c'est calculé en fonction du ratio nombre de victoires-défaites, donc ça dépend évidemment de comment on enregistre les victoires et les défaites, bien sûr, mais c'est pour donner une idée, quoi. Et donc, le modèle de DeepMind, il a été entraîné de manière supervisée. On lui a montré 10 millions de parties, à noter avec la force estimée de chaque position pour chaque coup, de chaque camp, quoi. Et tout ça a été donné par Stockfish 16, donc un moteur d'échecs tout à fait classique, considéré comme l'état de l'art. Au passage, il est open source et gratuit, donc si vous voulez vous faire humilier par un ordinateur, c'est vraiment très facile. Tout ça a été mis sous forme textuelle, hein, l'état du plateau, c'est une suite de lettres, de nombres, toutes les positions, etc. Et structurellement, comme fonctionnellement d'ailleurs, c'est un modèle de langage. Sauf qu'il parle que le échec. Il parle l'échec, c'est tout. Il sort des trucs comme E2, E3, rock, échec, patte, ce genre de trucs, mais c'est tout. Il sait rien dire d'autre. Mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on lui demande. Parce que le plus fou, c'est rien Pour lui, échec et maths, c'est dire au revoir, quoi. Oui, voilà, c'est exactement adieu. Mais le plus fou, c'est que rien qu'en lisant, finalement, il lit des millions de parties, non seulement il sait jouer correctement de nouvelles parties, mais en plus, il le fait super bien. Alors, il est inférieur à Stockfish, hein, et de loin, mais il est quand même extrêmement fort par rapport aux humains. Et il fait tout ça sans aucune recherche. Dans les arbres de possibilités ou tout ça, non, on s'en fout. Tu lui donnes le plateau, il te donne le coup direct, pouf. Et sans jamais qu'on lui ait explicitement dit comment jouer. J'avais déjà parlé, il me semble, dans le supplément d'ailleurs de modèle de langage qu'on avait entraîné à Othello, qui est un autre jeu de plateau. Tout à fait. Beaucoup plus simple, hein, pour lequel non seulement le modèle avait appris à jouer tout seul, mais dont on avait constaté qu'il conservait pendant la partie une image mentale du jeu. Et bon, une image qu'on lui avait pas demandé d'apprendre en réalité, hein, des structures qui se créent spontanément dans les réseaux sous la contrainte parce que en fait on lui donne à résoudre un problème qui est très très complexe, et donc avec la contrainte de poids, de taille qu'il a, il doit créer des structures, et souvent c'est des structures qui sont super efficaces. Et le moteur d'échecs neuronal donc de DeepMind en est un autre exemple, plus sophistiqué que Othello. Et cerise sur le gâteau, il a un style de jeu qui est totalement différent des programmes d'échecs classiques, hein, et qui le rend plus agréable à jouer pour un humain. Parce qu'il est plus agressif, il fait plus de sacrifices plus facilement, il sacrifie plus facilement des pièces, et même s'il est très bon, il t'écrase pas sous une implacable avalanche de logique, tu vois, complètement froide comme ça. Il te laisse un peu espérer, en fait, donc en fait, limite, il est plus rigolo à jouer. Et bon, puisqu'on est sur DeepMind, mentionnons aussi que, mis à part cette réussite aux échecs, il a par ailleurs été interpellé par des chimistes. En ce qui concerne le projet GNOME et la synthèse de nouveaux composés chimiques par une IA dont on avait parlé ici il y a quelques semaines, donc c'est le moment de faire un tout petit follow-up, pour dire qu'il semblerait que tout le monde ne soit pas d'accord sur l'aspect nouveau des machines synthétisées. Le labo lui-même avait été lourdement automatisé, hein, mais d'après les confrères de University College de Princeton, il semble que les machines aient fait des erreurs de débutants et que la plupart des composés ne soient pas nouveaux du tout. Comme quoi, la vérification par des pairs, hein, c'est pas là pour rien. Très bien, merci Guillaume. Ça me donne envie de rejouer aux échecs, ça. Ça faisait très longtemps que j'ai pas joué aux échecs. Tu sais que j'avais eu ma période d'échecs. Bon, bref. Allez, on charge le Stockfish, après t'auras plus envie. Oui, ça me dissuadait. Non, alors du coup, j'ai pas envie de m'y mettre. On continue, Guillaume, un petit peu avec les jeux, mais cette fois-ci plus sérieux quand même, et ça va pas simplement se limiter à gagner ou perdre une partie d'échecs, mais peut-être, Guillaume, l'avenir de l'humanité, ChatGPT qui joue à nous faire peur déjà, en fait, j'ai l'impression, Guillaume. Alors oui, sans doute, après avoir eu War Games, le grand classique de 1983,
des chercheurs se sont dit, tiens, maintenant qu'on a des vraies IA, si on les faisait se battre entre elles dans un scénario d'escalade pouvant déboucher sur un conflit atomique mondial, ça serait sympa. Et hop, en plus, Fallout 4, c'est mon jeu préféré, c'est super. Bon, Ah. ils ont donc utilisé des modèles de Meta, OpenAI et Anthropic dans divers scénarios diplomatiques, entre divers pays fictifs qui avaient divers agendas, voilà, diverses forces militaires, etc. Le tout avec des situations de départ qui étaient neutres ou plutôt belliqueuses, etc. etc. Bon. Bah, la plupart des modèles vont direct dans l'escalade. Ils foncent dans le tas, il ne faut pas compter sur eux pour négocier, hein, on ne prend pas de risque. Boum. On s'arme, on se surarme et on intervient. Et le cas échéant, on envoie des bombes atomiques. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Ça a été entraîné sur les données issues de la présidence de Trump, je pense. Bah, et justement, on va y revenir, mais c'est vrai que voilà, même en partant d'une situation neutre, en fait, dans aucun scénario, aucun modèle n'a été en capacité de faire une désescalade. Le niveau de danger est toujours plus important à la fin qu'au début. C'est rassurant. Donc, on fait une simulation, le niveau de danger est toujours plus grand à la fin. Finesse. Et comme les modèles réfléchissent tout haut, bah oui, parce que voilà, ils écrivent du texte, donc on peut voir pourquoi ils décident ceci ou cela. Et parfois, c'est à mourir de rire, et parfois, c'est terrifiant, parfois les deux. Parce qu'avant de lancer une ogive nucléaire, GPT-4 se justifie. Je veux juste la paix dans le monde. Ben, la dissuasion est la seule solution. Il y a aussi un autre cas, d'ailleurs, lunaire, absolument. Toujours GPT-4 a même ressorti verbatim une citation de Star Wars. En fait, c'est même les trucs qui défilent voilà, au début du film, quoi. C'est une période de guerre civile. Des vaisseaux rebelles partis d'une base cachée ont remporté leur première victoire contre l'Empire galactique maléfique. C'est bon, c'est voilà. Donc le mec, il s'était bien ambiancé. Enfin, le truc. Bon, pourquoi les LLM veulent absolument se foutre sur la gueule? La réponse est sans doute dans le dataset, hein. Dans les données d'entraînement. Ils ont certainement vu beaucoup plus de scénarios violents que pacifiques, beaucoup plus d'études sur l'escalade que sur la désescalade, et du coup ils reproduisent ce qu'ils ont vu. Donc c'est comme ça, hein, voilà, qu'il a été élevé, hein, il a été à la dure, voilà. Il n'est pas peace and love GPT, tu vois, c'est tellement dommage, parce que voilà, l'amour est le remède à tout, peace and love. Oh, c'est beau. Tu as vraiment préparé un conducteur à la hauteur de cette Saint-Valentin 2024, Guillaume. Très bien. Dans les conflits mondiaux, il y a évidemment un sujet dont on vous avait parlé au fur et à mesure, il faut qu'on vous actualise. C'était l'embargo américain concernant les technologies qui pourraient partir en Chine. Alors, on a un petit peu de recul, on va pouvoir enfin un petit peu se pencher. Guillaume, est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Ben oui, c'est vrai que l'amour, il n'y en a pas trop entre les États-Unis et la Chine, c'est dommage. C'est la guerre commerciale et technologique, hein, en attendant mieux. C'est depuis un bon moment, il y a divers embargos sur les semi-conducteurs. Hein, il n'y a rien de plus sophistiqué que les 14 nanomètres qui doivent être produits avec des technologies occidentales en Chine. Et avec la course à l'IA, les US restreignent sévèrement l'export de GPU Nvidia et tout ça. En fait, ça marche pas bien, effectivement. D'après un rapport du Congrès, ça sera même en partie dû aux Américains eux-mêmes, hein, et en particulier aux fonds d'investissement qui ont continué à mettre beaucoup d'argent dans des boîtes chinoises. Donc, ils leur ont permis de se développer. Et hormis l'argent, il y aurait aussi eu des collaborations avec des bénéfices intangibles, comme des informations, du consulting, etc. D'ailleurs, il y a même explicitement sont nommés Qualcomm Ventures, Sequoia, Walden International, GGV Capital et VC Funds. Et il y a au moins 1,9 milliard de dollars qui seraient allés à des compagnies IA en Chine, et 1,2 autres à des boîtes de semi-conducteurs, dont 125 millions à SMIC. SMIC qui est un nom bien connu, hein, puisque c'est le plus gros fondeur chinois, celui qui alimente en particulier Huawei. Et à la surprise générale, Huawei, ou Huawei comme vous voulez, a commercialisé en Chine un appareil avec un processeur 7 nanomètres de chez SMIC, qui a beaucoup étonné, parce que voilà, quasiment au niveau occidental, et SMIC annonce aussi d'ailleurs une puce à 5 nanomètres dans les prochains téléphones de la marque. Et 5 nanomètres, c'est vraiment pas mal. C'est une génération de retard par rapport à nous, mais enfin, c'est quand même loin d'être ridicule. Et la Chine est effectivement d'autant moins ridicule qu'elle posséderait quand même les deux superordinateurs les plus puissants du monde, qui sont Tianhe 3 et Ocean Light. Et ces deux machines devancent l'américain Frontier. C'est un camouflet pour un pays qui fait quand même tout pour mettre des bâtons dans les roues de son concurrent. D'ailleurs, tu demanderas à ton fils si j'ai bon, mais j'ai lu que Tianhe voulait dire rivière céleste. Ce qui correspond à notre Voie lactée, tout simplement. La Voie lactée. C'est pas joli, ça? Oh, c'est magnifique. Très poétique, même. Et bon, on se consolera en disant quand même que les Chinois payent sans doute très cher ces performances brutes, parce que d'une part, on pense que les rendements des usines SMIC sur les 7 et 5 nanomètres sont faibles. On parle d'un tiers de celui de TSMC. Et en plus, donc, leur superordinateur Tianhe, il tourne avec des puces 14 nanomètres. 14 nanomètres, c'est vieux, pour nous, c'est très vieux.
Donc c'est Skylake, hein. Donc c'est des choses qui doivent consommer un max. La machine totale doit être un gouffre énergétique complet. Tiens, les 3 doit être un gouffre énergétique. On a d'ailleurs une idée des puces qui la composent et qui a fait surface. Là, c'est assez exotique. Elles sont constituées de puces MT3000. C'est des puces hybrides avec 16 cœurs ARM qui servent de chef d'orchestre pour 4 clusters d'accélérateurs de calcul, qui ont des hiérarchies de mémoire assez complexes et qui au final utilisent de la DDR4. Une mémoire aussi très ancienne, hein, pour le moment, qu'il faut veiller, enfin très ancienne, assez ancienne quand même, puisque bon, les accélérateurs IA qu'on utilise, qu'utilisent les Occidentaux, c'est de la HBM2, enfin c'est des trucs beaucoup plus rapides que ça. Donc, justement, ça veut dire aussi que cette mémoire, il faut la solliciter le moins possible, vu sa lenteur, ce qui veut dire que ça doit être très compliqué à programmer, en réalité, ce machin. Mais bon, si on compte pas, et quand on aime, on compte pas, bien sûr, Bien sûr. si on compte pas les factures EDF, hein, si on compte pas le temps à programmer ce monstre au mieux, eh ben ça roule. Si on décide qu'on doit avoir ces puces, même si les rendements de SMIC sont 3 fois moins bons, eh ben on paye 3 fois plus cher. Il est où le problème? Parce que l'enjeu, il est énorme. Huawei, il produit pas que des téléphones, hein. Il va aussi produire des accélérateurs IA, donc des puces pour l'intelligence artificielle, hein. Le prochain s'appellera le Ascend 920. Il sera gravé en 5 nanomètres par SMIC. Et là, tout va bien. Pour les Chinois, il n'y a pas de problème, hein, ce sera 100% chinois. Même les H100 de Nvidia, même si les H100 de Nvidia restent inaccessibles, ils auront un remplaçant. Les Ascend 920 seront un remplaçant qui sera pas si mauvais et qui donnera à la Chine la puissance de calcul dont elle a besoin. Et pour ça, le pays, franchement, il n'est pas à quelques milliards près. Ces puces seront aussi utilisées par les militaires, hein. Donc c'est vraiment un enjeu stratégique, complètement. Les 5 et 7 nanomètres chinois sont, semble-t-il, possibles encore, hein, pour le moment grâce à de la technologie occidentale, puisqu'ils utiliseraient des machines hollandaises, donc les machines d'ASML, qui sont prévues pour le 14 nanomètres, qui ont été acquises avant l'embargo définitif, et ils les ont poussées au max, ils les ont retoulées, enfin ils ont remis en place pour faire du multi-patterning. Et ils sont capables de faire du 7 et du 5 nanomètres. Bon, voilà, ça va être dur d'aller au-delà, mais enfin bon, quand même. Donc, c'est pas mal. Et le progrès chinois en semi-conducteur va être un peu plus difficile après. Est-ce qu'il va ralentir pour autant, voire s'arrêter, comme les États-Unis à l'appel de leur vœu? Pas tout de suite, en réalité, parce que les Chinois, ils sont à fond sur une technologie qui est aussi devenue classique pour nous, hein, mais qui va, eux, leur permettre d'avoir un relais de croissance pendant quelques années, c'est les chiplets. Alors, les chiplets, j'en parle souvent, hein, c'est du Lego avec des puces. Donc, au lieu de graver une puce énorme comme un H100, qui est physiquement une grosse puce qui prend beaucoup de place et qui est donc très sujette aux défauts, on va créer plusieurs petits morceaux qu'on connecte ensemble à la fin sur une grosse surface. La probabilité d'avoir un défaut, elle est plus grande, forcément. Et donc, le rendement est plus faible. Or, le rendement, c'est pas le fort de SMIC déjà, hein, donc l'idée, c'est de créer des petites puces beaucoup moins cher à faire, avec un meilleur rendement, et d'avoir plus de flexibilité. Produire uniquement ce qui est important avec les processus les plus chers, etc. Et donc, du coup, fait aussi baisser le coût de l'ensemble. Donc, comme les Chinois maîtrisent bien le 14 nanomètres, mais moins le 5, moins le 7 et encore moins le 5, il est très important pour eux, encore plus que pour nous, d'utiliser à plein le potentiel des chiplets. Donc, en mixant les process et en produisant des puces énormes, mais composées de plein de petites, ils peuvent rester compétitifs plus longtemps. Donc, le temps de développer peut-être leur propre machine de A à Z, hein. Et en tout cas, voilà, des centaines de millions d'ailleurs vont dans la recherche sur les chiplets, hein, actuellement. Le packaging, compagnie, tout ce qui va avec, quoi. Et donc, on va continuer à voir arriver, du coup, donc des IA chinoises de très bon niveau. Donc, j'ai dit effectivement qu'on avait on voit arriver régulièrement des IA chinoises de très bon niveau. Ça va continuer. Et pour le moment, l'efficacité de l'embargo américain en Chine, il saute pas aux yeux, quoi. La guerre est loin d'être terminée et on suivra la fin. Mais en attendant, il faut aussi qu'on parle de cette histoire incroyable, quelque part plus une histoire de rumeur qui s'est propagée comme une creepypasta plutôt qu'un vrai problème technique, mais qui soulève quand même un vrai problème de sécurité, j'allais dire, mais qui soulève quand même des questions. Guillaume, est-ce que je dois m'inquiéter de ma brosse à dents électrique qui pourrait nourrir un réseau de botnets qui pourrait, je sais pas, s'organiser pour des attaques par déni de service? Je m'inquiète là un petit peu, Guillaume. Je suis inquiet. Je veux plus me brosser les dents. Moi, je l'ai vu passer, hein, cette news, hein, présentée comme une vraie news, hein, d'ailleurs, avant. Si vous suivez un peu la tech, évidemment que vous l'avez vu passer, parce que c'est un titre génial. Le titre, c'est 3 millions de brosses à dents infectées par des malwares utilisés dans des attaques DDoS en Suisse. Le botnet cause des millions d'euros de dégâts. Je veux dire, avec un titre comme ça, tu peux pas... Évidemment, ça fait trop envie. Et tu te dis, je savais pas que ma brosse à dents avait autant de puissance de calcul, mais... c'est là surtout la mienne. Un botnet de brosse à dents, on a envie que ce soit vrai. C'est génial. Ouais, quelque part, ouais. On le craint et on en a envie en même temps. Et on comprend que Tom's Hardware, quand ils ont titré ça, voilà, ça claque, hein, c'est du clic.
Mais c'est entièrement faux. Le problème, c'est que les vraies infos ont été peut-être lost in translation, quoi, tu vois, c'est parce que en fait, c'est censé venir d'un article suisse qui a été écrit en allemand dans Aargauer Zeitung, qui relaie une interview de Stefan Zuger, qui est la branche suisse de Fortinet, donc une boîte de cybersécurité. Selon Tom Hardware, le botnet de brosse à dents aurait mis à genoux le site d'une grande boîte suisse, et qu'elle aurait été compromise, donc les brosses à dents auraient été compromises à cause de leur OS basé sur Java, ce qui est très très bizarre d'ailleurs. Un OS basé sur Java, je vois pas trop, mais bon. Donc le doute a dominé déjà parmi les experts en cybersécurité sur la crédibilité du truc assez rapidement finalement, parce que la plupart, si ce n'est la totalité des brosses à dents connectées, elles le sont au téléphone en Bluetooth, quoi, tu vois, je veux dire, elles sont pas directement connectées à Internet, donc ça sert à quoi de compromettre un truc qui est connecté à un téléphone? T'as qu'à compromettre le téléphone, hein, c'est beaucoup plus simple. Et bon, en fait, le gars de Fortinet a juste fait des hypothèses, c'était un scénario imaginaire, et la boîte a bien confirmé qu'ils n'avaient jamais vu de brosse à dents infectée. Enfin, en tout cas, pas par un truc informatique. Peut-être infecté par d'autres trucs dégueux, c'est possible, mais pas par malware, quoi. Donc il est possible qu'il s'agisse d'une erreur de traduction automatique ou pas. Hein. Le début de l'article, effectivement, commence avec le scénario des 3 millions de brosses. Et ensuite seulement, dans le deuxième paragraphe, est écrit « Voilà comment un scénario hollywoodien pourrait devenir réalité ». Mais bon, Google Trad, comme le traducteur intégré Firefox, ne font pas l'erreur, hein, donc je sais pas. Donc non, il n'y a pas de botnet de brosse à dents zombie, mais ça ne nous a pas empêché, nous aussi, de faire un titre dessus, finalement. Ouais, effectivement, on surfe sur la vibe. Évidemment. Peut-être qu'on pourrait faire le titre de l'épisode là-dessus pour inciter à l'écoute. Non, on n'est pas de ce style-là. On termine, Guillaume, avec une rubrique jeux vidéo et avec décidément cette année 2024, j'ai l'impression que ça fait un an maintenant, plus d'un an qu'on voit se succéder des infos de ce type, des licenciements maintenant chez Xbox. Ouais, on a évidemment parlé, pas mal. Microsoft a licencié 2000 personnes dans sa branche jeux vidéo, et un peu partout. C'est-à-dire Xbox, ZeniMax, Blizzard, etc. Sauf que Blizzard, oui, Activision Blizzard fait désormais partie de Microsoft, sauf que pour apaiser les craintes d'abus de position dominante, Microsoft avait juré que cette acquisition serait verticale. C'est-à-dire qu'il laisserait la boîte s'autogérer. La boîte se resterait autonome. Donc la FTC a remarqué cette volte-face parce qu'aujourd'hui, Microsoft justifie ses licenciements en disant que beaucoup de ses emplois sont redondants. Sauf que si Activision est indépendante, il n'y a pas de redondance avec le personnel de chez Microsoft. Une petite contradiction qui pousse la FTC à demander la suspension du rachat. Alors Microsoft rétorque qu'Activision de toute façon avait déjà prévu de virer plein de gens, donc ça roule, il n'y a pas de problème, de toute façon il faut virer des gens. Bon, à voir, on verra comment ça évolue. Mais bon, puisqu'on y est, Phil Spencer devrait ce jeudi préciser un petit peu plus ce qu'il en est de la politique éditoriale de Xbox, hein, dont on avait parlé la semaine dernière. Il y avait beaucoup de rumeurs, hein, on a un petit peu tout entendu, donc on ne va pas en parler maintenant. On en touchera 2 mois la semaine prochaine, du coup. Il semblerait que certaines rumeurs étaient exagérées, donc il y aura clairement des trucs qui vont arriver sur PlayStation et sur Switch peut-être, mais peut-être pas autant qu'on croyait, et apparemment Phil Spencer aurait dit aux équipes internes de chez Xbox qu'il continuerait à fabriquer du matériel. Donc, bon, voilà. Apparemment, c'est pas une Sega, mais on en saura plus dans 2 jours. C'est une orientation plus qu'autre chose, mais on en saura plus très prochainement, et donc dans la semaine prochaine, prochain épisode de Tech Café, vous aurez peut-être les retours. En attendant, Guillaume, un petit mot sur Disney, hein, qui, alors là pour le coup, c'est pas des licenciements, mais c'est des investissements, j'ai l'impression. Ouais, Disney investit $1,5 milliard dans Epic Games, et il va créer un endroit où la magie est épique, je cite. Donc Fortnite, cross Marvel, cross Star Wars, cross Pixar, cross la Reine des Neiges. Tout ça dans un monde Fortnite qui sera donc Disneyland Fortnite. Hein. Alors pourquoi pas, ou pourquoi, bon, pour être honnête, c'est vrai que j'ai du mal à me hyper sur un crossover Fortnite-Disney, et même pour tout ce que fait Disney tout court d'ailleurs récemment, parce que c'est vrai que dernièrement le visionnage de Wish m'a pas vraiment aidé. Enfin, j'ai réussi à pas vomir, mais enfin, c'est déjà ça. Mais bon, 1 milliard, c'est pas mal, sauf qu'Epic, il pèse quand même plus de 32 milliards, donc on peut pas parler non plus de prise d'assaut par Disney. Tencent, d'ailleurs, reste majoritaire largement, il a pas moins de la moitié de la boîte. Et donc, par ailleurs, on avait eu une annonce super fracassante de Lego et Epic, je sais pas si tu te souviens, en 2022, qui devait faire ensemble un métavers pour enfants et Lego, et bon, pour le moment, on a strictement rien, on n'a aucune nouvelle de ça. Pour ça qu'il faut... Il y a la version Lego qui est arrivée dans Fortnite, quoi, mais... Oui, mais enfin, est-ce que c'est un métavers pour enfants? Je sais pas trop, peut-être. Peut-être que c'est ça qu'ils voulaient, bizarre. Mon fils adore. Je dis pas, c'est quand même cool, hein. Rien que pouvoir tirer au shotgun sur Mini et Dingo, déjà, c'est pas mal. Ça peut détendre. J'avoue. Complètement. Est-ce que tu te rappelles, Guillaume, quand Disney Plus a été annoncé et sorti, ce qu'avait dit Fortnite ce qu'avait dit, pardon, merde. Ce qu'avait dit Netflix.
Ils avaient dit notre principal concurrent, c'est pas Disney, c'est Fortnite. Et quelque part, je me suis toujours souvenu de cette histoire parce que c'est vraiment remarquable de la guerre de l'attention. Et quelque part, bah voilà, tu vois, je trouve que l'histoire revient un petit peu sur ce sujet et donne de la cohérence à cette position qui était vraiment une position de communicant, mais pourquoi pas. Les pauvres Pokémon, Guillaume, qui envoient encore de toutes les couleurs cette semaine. Ouais, les chatbots ne savent pas jouer qu'aux échecs, au Go ou à des jeux super sérieux comme ça, ils savent aussi jouer à Pokémon. Désolé, Pokémon, c'est aussi un jeu sérieux. Et désolé, autant pour moi, c'est vrai. Ah bon? Mais c'est assez compliqué de faire jouer un modèle de langage à Pokémon. Il faut tout traduire en texte, il faut tout expliquer méticuleusement. Après, il faut utiliser aussi du RAG, de la Retrieval Augmented Generation, pour aller chercher des données en externe, parce que voilà, sinon ils se plantent trop souvent. Donc voilà, ils utilisent diverses techniques, hein, les chercheurs qui se sont amusés à ça. Des techniques de prompting aussi pour qu'ils raisonnent plus longtemps, etc. Et ils testent l'effet de chaque amélioration d'ailleurs. Et donc ça n'a rien de spécial. Un LLM comme GPT-4 peut jouer à Pokémon sans être très bon non plus. Il peut atteindre 26% de réussite contre presque 60% pour un humain. Par contre, si tu actives toutes les astuces, tu peux monter vers 60% aussi. Donc l'article est assez marrant parce que, bah, évidemment, il prend des exemples avec des vrais combats de vrais Pokémon. Donc il donne des noms de Pokémon, des noms d'attaque, des noms de stratégie et tout. Donc, c'est assez marrant de voir. C'est pas toujours, voilà, tu vois, je veux dire, c'est pas toujours tous les jours qu'on voit un article scientifique avec des noms de Pokémon dedans. Donc c'est marrant et ça montre aussi que les LLM, s'ils peuvent servir à faire parler des NPC, donc on en avait parlé hein, avec les nouvelles possibilités, ils peuvent aussi éventuellement servir finalement à les faire jouer. Mais les faire jouer comme un joueur lambda. C'est-à-dire de manière organique. Parce que les IA de jeux vidéo, elles jouent pas. Elles jouent pas comme un joueur. Elles jouent pas du tout, en fait. C'est une illusion. Les IA de jeu, elles peuvent tout savoir tout le temps. C'est tout ce qui est accessible aux joueurs ou tout ce qui est même pas accessible aux joueurs. L'enjeu, c'est de les faire agir pour que le joueur s'amuse. Et c'est pas de les rendre fortes ou quoi que ce soit. Les IA ne jouent pas. Elles sont là pour vous divertir, elles sont là pour que vous vous amusiez. Donc elles ratent leur cible exprès, elles attendent leur tour pour se faire massacrer. Elles savent que vous êtes là, mais elles vous ignorent à dessein. Voilà, le JV, c'est du cinéma. Hein. Tout est là pour que vous vous amusiez et pas pour être réaliste. Et quitte à tricher, d'ailleurs, hein, et à faire des points de vie qui sont d'autant plus gros que vous êtes plus mal en point. Mais bon, bref, ce qui est marrant avec PokéLLMon, c'est que l'IA joue comme un humain, avec les mêmes infos, les mêmes processus décisionnels, et voilà, alors là c'est Pokémon, mais le bot peut être adapté à d'autres jeux, donc c'est très général comme méthode. Donc est-ce qu'on aura peut-être dans le futur des PNJ qui jouent? Bah écoute, c'est tout moi, je demande qu'à tester, en tout cas. Pourquoi pas? On verra. Et puis, Guillaume, on va terminer cette section jeux vidéo et cet épisode avec un instant nostalgie. Ah là là, je me rappelle encore les heures passées dessus. Un vrai nouveau F-Zero qui vient de sortir. Attention, attention, est-ce qu'il faut que je paye mon abonnement au Nintendo Switch Online ou pas? Non, mais alors si vous aimez F-Zero, comme moi, hein, bah, vous êtes malheureux. Parce qu'il n'y en a plus depuis 20 ans. Et, sauf F-Zero 99 qui est sympa, mais qui reste quand même une version HD des premiers en réalité. Du premier. Hein. Le dernier, d'ailleurs, c'était l'excellent F-Zero Climax sur GBA, qui était sorti en 2004, que je recommande chaudement. Et peut-être aussi, peut-être même encore plus, F-Zero GP Legends, tout aussi sur GBA, qui est peut-être probablement le meilleur. En tout cas, le meilleur enfin, avec la présentation comme ça en 2,5D. Enfin bon, pourtant, il existe du contenu F-Zero inédit et qui semblait perdu à tout jamais, hein, le contenu Satellaview. Alors on le sait pas forcément parce que c'est une fonction qui est jamais arrivée chez nous en Europe, hein, mais il existait au Japon un récepteur satellite pour la Super Famicom qui permettait de recevoir à heure fixe des données de jeux qui étaient comme des DLC, hein, tout simplement, avant l'heure. Et donc par exemple, il y a eu BS Zelda qui a été diffusé en 4 parties et qui est une sorte de spin-off / remake du tout premier Zelda, avec des graphismes Super Nintendo. Et puis il y a eu 2 nouveaux Grands Prix pour F-Zero. Alors, il y a eu d'autres trucs, bien sûr, mais en l'occurrence, il y a aussi 2 nouveaux Grands Prix pour F-Zero, avec des nouveaux tracés, des nouvelles machines, et de par leur nature même, il n'existe pas de cartouches des jeux Satellaview. Et leur préservation, donc, est très difficile. Et donc, les circuits BS F-Zero, BS, c'est pour Broadcast Satellite, ils n'existaient pas à l'état de ROM. Mais donc, grâce au travail incroyable de fans, il est désormais possible aujourd'hui même, hein, là tout de suite, hein, de jouer au circuit de la version satellite. Donc c'est des patchs pour des ROM d'origine qui ont été créés donc, par des passionnés qui ont utilisé des VHS, des enregistrements de cassettes vidéo, des circuits pour les recréer. Et ils n'ont même pas fait ça à la main d'ailleurs, ils ont utilisé des outils de machine learning qui ont regardé les vidéos et qui en ont déduit les tracés à partir les tracés précis, donc à partir des vidéos de plein de séquences de jeux, quoi. Hein. Et donc c'est un tour de force qui permet, du coup, voilà, à tout le monde, hein, de rejouer un contenu qu'on pensait perdu. Il suffit d'avoir la ROM européenne ou japonaise ou américaine d'ailleurs de F-Zero. Donc le premier sur Super NES, d'appliquer le patch et vous aurez donc automatiquement le nouveau contenu. Waouh.
Eh ben, ça fait plaisir. Merci Guillaume pour ce petit instant de nostalgie remis au goût du jour. Ça clôt notre épisode hebdomadaire de cette semaine et on a passé évidemment un bon moment, nous de notre côté, à l'enregistrer, mais on espère surtout que vous avez passé un bon moment à l'écouter, que vous avez été surtout informés et que votre veille a été construite. On espère, si vous avez écouté cet épisode pendant que vous faisiez la vaisselle, pendant que vous faisiez une tâche à faible valeur intellectuelle ajoutée, pendant les transports ou pendant que vous endormiez, que vous avez passé malgré tout un bon moment. On compte sur vous pour réagir. techcafé.fr, Discord, techcafé.fr/Discord, sur les réseaux sociaux également, et puis surtout, si vous avez trouvé que cet épisode était à la hauteur des précédents épisodes de Tech Café et qu'il remplit un véritable service et qu'il vous offre un moment de divertissement incontournable, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Vous aurez toutes les infos associées au soutien que vous pouvez faire pour nous. Guillaume, il est aussi grand temps, mais vraiment plus que jamais grand temps, d'expliquer à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume? Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Oui ou non, s'il te plaît? Là, on va me retrouver sur BSF0, bien entendu, et de temps en temps sur F099, mais ça... Avec quel pseudo? Ah. On peut pas savoir. Ok. Merci Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouverez pas normalement sur F099. J'essaye de terminer Tears of the Kingdom. Je suis pas très très loin de Ganondorf. Parce qu'il paraît que c'est un cauchemar, Ganon. Alors, il paraît que c'est très costaud, mais bon, j'ai plein de cœur et puis j'ai plein de techniques et j'ai plein de plats, donc je devrais y arriver. Mais je serais ravi malgré tout. Alors, tiens, entre parenthèses, je serais ravi de le terminer. Et c'est vraiment un jeu pour lequel ça sature de quêtes annexes et d'invitations à aller faire des trucs à côté. Je sais que je peux les faire après, hein, mais j'avoue que en fait, c'est trop. Et je pense que d'avoir fait le précédent proche du 100%, pas à 100%, mais proche du 100%, et que je me retape la Tears of the Kingdom, en fait, il y a une forme d'indigestion, tu vois, au bout d'un moment. Donc, il est temps que je passe à autre chose. Je suis trop vieux maintenant, on va savoir. Bon, allez, merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.